Et salut à tous. Oui, je sais, on nous a vus il y a 2 secondes. Alors, on est en retard, Cécile arrive, mais bon, on a eu un petit problème de Debian plus Nvidia pour changer. Donc voilà, donc on a dû réinstaller des drivers pour être sûr que l'encodage vidéo marche. Et sur Nvidia, enfin sur Debian, on n'avait pas la version assez à jour, etc., etc. Donc voilà, mais bon, on a réussi. Mais j'avais dit, hein, si jamais on a des problèmes, si on a des problèmes aujourd'hui, ça sera de toute façon la faute de Debian. Tu laisses ma place? Je lui laisse la place maintenant. Hop là. Alors, c'est pas la faute de Debian, c'est la faute d'Nvidia, hein. J'ai pris des chiffres, mais je pense qu'on va pas manger un stream, sinon ils vont nous insulter. Voilà. Ah. Alors, vas-y, on est devant. Assieds-toi. Merci, monsieur. C'est pas la faute de Debian, c'est la faute d'Nvidia qui sait pas faire des drivers correctement. Surtout en unstable. Voilà. Donc, bonsoir à tous, pour ceux qui sont, je sais pas combien on est, le truc se fait pas jour. 27, yay, bonjour aux 27 personnes qui sont là. Et bonjour à YouTube aussi, parce qu'on remettra sur YouTube. Bienvenue dans l'épisode 2 de la découverte de Kubernetes avec Maître Kubernetes Guillaume. Ouais. Maître 3 là, apparemment. Donc, après l'épisode 1 où on a un peu vu comment ça fonctionnait via un cluster managé de chez OVH, aujourd'hui on va essayer de monter mon propre cluster finalement, ouais. C'est ça. Donc si tu veux faire un petit peu le résumé et l'objectif d'aujourd'hui, je te laisse faire. Ouais, alors l'objectif d'aujourd'hui, alors il faut voir que on le fait parce que Cécile donc aime l'infra et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans ce cas-là. Le but ça va être de voir un peu de plusieurs façons comment on peut avoir un cluster Kubernetes. Donc on va le faire sachant que c'est pas quelque chose que d'habitude on fait avec tout le monde. Typiquement un développeur aura pas besoin d'apprendre à savoir comment, un utilisateur typiquement de Kubernetes aura pas besoin de savoir comment on installe un cluster. Mais là ça va être marrant de le faire, c'est un peu le but de CVC. Donc là on a 3 VM que Cécile a déjà pré-spawné. Je peux montrer. 3 Debian, c'est ça? Ouais, alors hop, je vais vous montrer et je remets de mon côté aussi. Ah oui, alors attends, vu qu'on a redémarré le PC, il va aimer. Donc on a 3 machines, le but ça va vraiment être de l'essayer de plusieurs façons, on va pas faire un seul déploiement. Donc peut-être d'ailleurs... Mais bon, on a 3 machines, on va voir ce qu'on en fait, on verra jusqu'où on va. On va essayer de partir du plus simple, mais alors vraiment du plus simple, à la version un peu plus compliquée. Ça va être ça globalement le but de ce qu'on va faire. Donc... la dernière fois on l'a vu en mode managé, donc on l'a vu en mode comme si on était un utilisateur. On a parlé à une API et de manière magique, Kubernetes était déjà présent. Et là, on va voir comment on fait pour installer ça. La première méthode qu'on va faire, c'est qu'on va passer par K3S. Ouais. Je pense que tout le monde, que beaucoup de gens en tout cas connaissent, si tu vas aller sur le site de K3S. Ouais. Alors pourquoi K3S? Parce que Kubernetes, tu sais, on l'écrit K8S. Ouais. Et donc, parce qu'il y a 8 lettres entre le K et, entre le K et le S. Donc, on prononce ça Kate. Et donc, Kate, ça fait Kate, il y a 3 lettres entre le K et le S de Kate. Donc, c'est K3S. Double réduction, quoi. Ouais, c'est une double réduction. Voilà, il y a un truc comme ça. Et là, en fait, on va y aller, mais genre en mode, va sur la VM. Et en fait, on va juste utiliser ça. Tu peux copier en haut, là. Genre, il y a même un petit bouton copier. Ah oui. Voilà, on va juste faire ça. Mais alors, vraiment, on va copier-coller et on va voir ce que ça donne. Ok, ça me va. Donc on va commencer par prendre le terminal ou tu veux faire le terminal, ouais. Alors on peut vous envoyer même d'ailleurs le terminal sur un... on va l'envoyer en... Si vous voulez le voir en live, ouais. Attends, je vais pas faire mon copier-coller, mais si je copie-colle... Ouais, ça va faire... Un instant, je panique. Ok. Je panique. Donc je vous envoie sur le chat le lien où vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe sur le terminal en direct. Pourquoi j'ai 2 chats Twitch? Bon, soit, on s'en fout. Hop. Ça vous pouvez voir, c'est du read only, hein. Essayez pas de faire des dingueries s'il vous plaît. Alors, donc ensuite, oui, on redonne. Bon, on choisit quoi, Node 1? Ouais, Node 1, SSH, Node 1. Ah oui, SSH en option. Ok. Et donc on copie-colle? Bah ouais, on va tenter. C'est une install de base. Ah putain, curl, c'est vrai, je l'ai pas mis dans ma template, c'est con. Chut. Je suis chier, évidemment. Ça a marché, sudo comme ça? Ah oui, c'est ce que j'ai sur mon... De toute façon, tu le fais en route, tu fais pas en user. 9 personnes connectées. Ah ouais, putain, 9 personnes connectées, lâche.
Bah vas-y, tente, YOLO. YOLO le... Donc K3S, pour faire un peu le débrief, K3S c'est un Kubernetes complet. C'est un Kubernetes complet, c'est juste qu'il est packagé dans un seul binaire, dans lequel il y a toutes les dépendances qu'a besoin Kubernetes. Donc c'est vraiment du Play School de chez Play School. Voilà, là tu as ton premier Kubernetes. Yay! C'était si facile. Ça va, c'était pas très, très compliqué, je pense. Après, maintenant, on peut essayer d'aller voir un peu plus. Donc, moi, j'ai accès. Ouais, coucou. Bah non. Bah merde. Ah, on a le. Ah oui, c'est bon. Ouais, bon, les gens, ils vont pouvoir se connecter. Non, ils ont Oh, pas là, vu, je foutrais si, le si. replay. Ils vont pouvoir se connecter, c'est pas bien. Bah, vraiment, à ta place, j'enlèverai le. Merci les copier-coller. De toute façon, si je vois s'il y a des gens qui se connectent, je kill. Hein. Ouais, Donc, voilà. Donc on est là, on a donc notre control plane slash master, donc en fait on n'a qu'un seul nœud, on voit la version à laquelle il est. On peut même avoir un peu plus d'informations avec un -o wide, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc là on voit que tu es sur une Debian 12, que tu as un kernel, et on a même la version de containerd, donc qui fait tourner les conteneurs. Voilà. On va faire un PSO, tiens, pour voir un peu comment c'est foutu. Ça, j'ai vu Rancher. Et oui, parce qu'en fait, K3S c'est fait par Rancher. Ah. C'est fait par des gens de chez Rancher. Et du coup, c'est quoi la différence entre K3S et le Rancher qui. Et ben en fait, K3S c'est vraiment la version minimaliste qu'on va avoir, donc qui leur permettait. Alors, si tu retournes sur le site par exemple, je regarde si, sur le site, regarde en fait le Great 4, donc Edge, IoT, CI, ARM, etc. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de petit, de léger, qu'on va te faire tourner mononode, même si on peut en faire un vrai cluster, parce que vraiment c'est un Kubernetes complet. Donc en gros c'est un truc pour Raspi quoi. Ouais, pour Raspberry Pi, mais par exemple, si jamais tu veux le mettre sur une CI, tu vas aller voir très rapidement un cluster pour tester 2-3 trucs sur ta CI. Tu vas utiliser K3S pour ça, pour de l'IoT. Mais oui, on va imaginer pour du Kubernetes, pour du Raspberry Pi, mais pas que. Voilà. Mini PC, ça vraiment. C'est vraiment, il est complet. T'as une faible empreinte, en plus de. Et du coup, pourquoi en prod dans une grosse boîte, on n'utiliserait pas K3S? Il y a des limitations à quoi ça... Alors, il y a des limitations parce que par défaut, donc là, si on regarde, si tu reviens sur notre terminal, et j'ai bien vu la question sur containerd, hein, je vais y répondre. Non, toi aussi, toi t'étais bon, mais c'est toi qui étais bon. Donc en gros, pourquoi on l'utilise pas en prod? Parce que en fait, l'état du conteneur, donc le state, tout ce qu'il va y avoir, là on utilise un mince, comment ça s'appelle? Ben non, j'ai perdu le nom. On n'utilise pas etcd en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose de distribué. Là pour le coup, on est plutôt sur SQLite. Je crois que par défaut, vraiment, c'est de SQLite. Après, j'ai pas trop envie de dire de bêtises, mais normalement c'est mononode en fait finalement. Par défaut, c'est mono control plane. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, t'as qu'un seul nœud maître, entre guillemets, on va dire maître. Ouais, ok. T'as qu'un nœud maître, mais par contre, on pourrait très bien rajouter. Tiens, bah par exemple, là ici, on va essayer de faire quelque chose où on va faire rejoindre un node. Donc node 2, on va le faire rejoindre le cluster. Ok. Donc là, ce que je vais faire K3S token. Je crois que c'est ça, ouais, K3S token create. Donc là en fait j'ai un système de création de token qui me permet d'avoir, voilà, donc là on a un token. Ok, donc ça je le prends et je vais... Donc, si ta machine n'est pas accessible depuis internet c'est bon, là voilà, ça copie-colle, copie. Ok. Là maintenant tu peux aller sur ton autre nœud. Ultimate qui fait pas de multi... Si, en fait c'est un... Bon, on va faire comme ça, par l'ancienne. Donc SSH node 2 par exemple. Voilà. Ok. Mais ici c'est un Linux derrière. Donc faut que je réinstalle... Alors là on va aller chercher la commande... Ouais mais du coup faut que je réinstalle aussi... Bah en fait on va lui dire mais pas de l'installer en entier. Ok. On va juste aller prendre le binaire. D'accord, vas-y, je suis curieuse. Le site, j'imagine. Voilà, toujours pareil. Ok, alors attends, je fous ça dans un coin avant de... Hop, voilà. Je garde le token, hein. C'est juste pour pas le perdre. Ok. Donc là maintenant on va dans la... Parce que là en fait, get... Ouais. Mais là ça va l'installer en entier. Donc va dans docs. Ok. On va aller regarder comment installation. Donc tu peux faire encore plus léger que le truc léger de base. Bah en fait oui. Là on avait tout qui tournait, faire installation. Là on peut faire... Configuration option, je dirais. Quick start, vas-y. Enfin moi je veux juste le binaire, comment on fait pour aller le récupérer? Quick start, ouais.
curl machin, mais moi je veux pas. Ah, là, tu peux donner le token. Voilà, bah voilà, fais ça par exemple, voilà. Bah tiens, exactement ça. Et Prends toute la ligne. Prends toute la ligne, parce qu'en fait c'est l'adresse du serveur. Ok. Prends toute la ligne. Donc là, t'es sur Node 2. Ah, ça rouge. Ok. Donc là, tu remplaces ton serveur par Node 1, l'adresse IP de Node 1. Et je garde le HTTPS. Hein. Ouais, bien sûr. Il y a une génération de 138. certificats. Ok, et le token. Et après, t'as vu qu'il y avait autre chose après le J'ai token. des raccourcis qui marchent pas, ça. Bref, pardon. Donc, il faut que je mette tout le merdier qui est là, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Voilà, et attends, il y a encore. T'as vu qu'il te manquait une ligne de commande. Vas-y, espace. Ouais. Reviens dans ta. Et là, tu vois, c'est SH. Ah oui, ça je tire. En fait, on donne des variables d'environnement. J'ai oublié ces conneries. Oui, bah c'est des templates basiques, je vais faire un... Mais curl, ouais, c'est vrai que c'est con dans la template que je l'ai pas mis, quoi. On va plus faire en WGET, en vrai. Oui, c'est pareil. Et du coup, en option, on va le faire en route aussi. Donc là, tu peux le faire, vas-y. Ouais, Enfin, ouais. Donc là, c'est un script, mais en vrai, tu vois, là, t'as vu, on a le binaire, là. Ouais. Tu vois, donc en fait, on pourrait très bien aller le chercher directement depuis GitHub, directement avec ce qu'il faut. C'est un binaire. Là, tu vois, il te l'a installé dans USR local bin. Ouais, ok. Il a rien fait d'autre que ça. Donc là, maintenant, on a fake à 3S. C'est quoi Bah, je me souviens plus On va récupérer sur mon... Non, attends, mais là, je vais aller là, K3S, kubectl, getNode. C'était... GetCode. Je sais pas s'il l'a. Alors, va plutôt sur Node 1. Ouais. Donc, ça, on va faire. Voilà. Donc, Ouais, c'est ça, vas-y. Ouais. Normal, ouais. Et voilà, t'as un deuxième nœud. Cool. Mais par contre, il sert à rien, de ce que je vois, du coup. Alors, si, et juste, il a pas le rôle. Est-ce que tu pourrais mettre la cam en haut à droite? Ah oui, parce que du coup... Ouais, attends. Est-ce que je peux faire rapidos? Caméra, je déloque. Raté, c'est pas bon. Pourquoi je peux pas le bouger, lui? Je déloque. Caméra. Hop, et voilà. Tu peux même le mettre encore un peu plus, non? Non, Ah non, c'est bon, ça sort à l'écran. Voilà. Ok, voilà. Ah, mais si, il faudra pas que tu mettes une ligne de commande trop loin. Ouais. Donc voilà, alors non, le rôle en fait c'est juste des labels, c'est juste pour dire, c'est juste de la métadonnée. Ok. Mais en fait en vrai on peut faire tourner quelque chose dessus sans aucun problème. Ce que tu vas pouvoir faire également, donc là on se rappelle, on va essayer de voir si on peut installer le logiciel de la dernière fois directement dessus. Donc alors vraiment, comprenez bien que K3S je l'ai pas utilisé depuis 1000 ans. Donc en gros ce qu'on va essayer de faire, alors la question aussi tout à l'heure c'était qu'est-ce que Containerd? Containerd en fait c'est ce qui sert à faire tourner les conteneurs en direct. En fait on parle pas à Docker, on parle à Containerd. Donc ça c'est ce qui est tout le temps en dépendance. Quelque part dans ce merdier je dois avoir un Containerd qui tourne ou alors qui... Pause. Dans tous les cas je devrais avoir un Containerd qui tourne dans un coin. Il était au-dessus, mais je peux pas. Ouais, ah si, là on le voit, enfin on a du Containerd, la Rancher Containerd. Ah oui. Pause, et en fait c'est lui qui lance, on a le Containerd Shim qui lance les pods. Donc là d'ailleurs on a plusieurs pods, on a tu vois un pod, d'ailleurs là on peut le voir instantanément. Ouais. C'est, là je peux te dire que t'en as au moins 1, 2, 3, 4, 5 qui tournent déjà. Ok, il y a les Trifix, lui. Voilà. Lui, enfin chaque. Voilà. Et bah fais un kubectl, reprends ton kubectl de tout à l'heure. Ah bah tiens, il est là d'ailleurs le Containerd, on l'a pas vu, mais on les aveugles. Okay. Voilà, au lieu de faire getNode, fais un getPod. Donc par défaut, t'as rien dans ton namespace default, mais si tu mets un moins grand A, on fait sur dans tous les namespaces. Donc même ceux qui sont système entre guillemets quoi. Voilà. Et tu peux même faire un moins O wide maintenant. Et alors là, tu vois sur quel nœud il tourne. Donc en fait là, t'en as... Alors, de running, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure qui tourne sur le node 1. Ouais. Et 1 qui tourne sur le node 2. Et du coup, tu peux faire en sorte de faire une partie du système qui tourne sur le node 1 et une partie du système qui tourne sur le node 2. Ou ça n'a pas d'intérêt de faire ça? Ouais, tu peux très bien allouer. Ce qu'on va par contre essayer d'utiliser, c'est plutôt le scheduler de cube. En fait, c'est justement de ne pas avoir besoin de faire ça à la main. Ouais, je peux le forcer. Je peux dire,
ce truc-là, je veux qu'il tourne là-dessus. Je peux même faire des choses un peu plus précises, du type de dire, je veux que ça tourne sur des nœuds qui ont des GPU NVIDIA. Ouais, Parce que ok. par exemple, tu veux faire du CUDA avec. Ouais. Ou je veux... voilà. Mais de base, ce qu'on va essayer, c'est de laisser le plus possible le système autonome. Parce que en cas de crash de 1, eh ben, ça va aller automatiquement sur 2. Ok. Ça va être ça le but. Donc là, en gros, il se démerde. Le système, il se démerde pour c'est faire le son scheduler, updating, c'est le scheduler qui va faire ça absolument tout seul. Ok. Moi, ce que j'aimerais, c'est donc récupérer la config. Et tu vois, je sais, j'ai vraiment pas fait de. Bah, si tu fais kubectl et après les commandes comme d'habitude, ça marche pas. Ouais, mais j'aurais bien aimé avoir très vite le kubectl. Alors, s'il y en a qui savent, ne pas hésiter. Il est en train de regarder la doc. Hein. Ouais, je suis en train de regarder la doc à côté. Alors, pour vous dire vraiment, c'est genre sans filet. Donc là, on a quelque chose qui marche. C'est juste pour réussir, en fait, à ce que sur ton poste à toi, tu puisses avoir le kubectl. Ah oui, d'accord. Okay. En fait, que ta configuration, elle puisse marcher avec ton kubectl à toi. Ok. Mais ça n'a pas l'air... Alors, on pourrait aussi même faire en sorte que ton nœud à toi rejoigne le cluster. Ok. Ça serait tout à fait que mon valide. PC devienne un cluster. Voilà. Pour vous dire, dans ce genre de choses-là, moi j'ai déjà mis en place ça sur des Steam Deck. Ouais. Tu l'installes sur des Steam Deck 4.3S et en fait tu peux faire un cluster de Steam Deck où en fait tu vas avoir tes pods qui vont atterrir, c'est un CPU AMD. Ouais. Donc ça marche, peut tomber, ça marche totalement. Je crois que c'est le premier jour où j'ai eu le Steam Deck, la première chose que j'ai fait c'est installer Cube dessus pour voir jusqu'où je pouvais aller. Donc c'est vraiment pas très compliqué, surtout avec un 4.3S où on a ça qui arrive par défaut. Attends, K3S, get cube config. Cluster access. Voilà, c'est moi qui suis débile. Cluster access. Alors, tu as tout dans etc rancher K3S, K3S.yaml. Vas-y, fais un 4 dessus. On va leaker complètement toutes les données. Alors, c'est le truc qu'elle va faire. Ouais, c'est ça. K3S. Rancher, pardon. etc rancher. K3S, voilà. Là, vas-y, fais un 4 dessus. Là, on va voir. Ça, c'est un fichier d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, Kubernetes, c'est une API. C'est juste une vulgaire API qui est authentifiée soit avec des tokens, soit avec du O2, soit via un client certificat. Okay. Donc là, en fait, ce que ça te dit, c'est en plusieurs parties. Tu as donc la définition de ton cluster en haut, avec son endpoint d'API. Et en bas, tu as des contextes qui sont ça. Donc ça, tu peux prendre tout ce fichier-là. Vas-y, copie-colle tout. Voilà, de là à là. Tu vas sur ton PC. Donc là, tu peux faire un nouveau fichier. Fais ton Emacs préféré, config quelque chose. CFG, quelque chose. 4.yaml, enfin tu peux l'appeler un peu comme tu veux en fait en vrai. Parce qu'après on va lui dire... YAML. Emacs. Non, vas-y, vas-y, réédite-le, parce qu'en fait là on a un petit problème par contre, remonte. On a le serveur qui est en 127.0.0.1. Donc là par contre il faut que tu mettes l'adresse, la vraie adresse, l'adresse IP du node du node. Voilà. Ok. Voilà. C'est vrai que la notation est vraiment pourrie. Ouais, c'est nul. Ah, mais je sais pourquoi, j'ai pas installé YAML mode sur Emacs. Ok, si tu veux. Non, okay. Donc là maintenant tu fais un export kubeconfig en majuscule égale 4.s.yaml. C'est juste pour lui dire. Là c'est juste parce que voilà, on va lui 4.s.yaml, voilà. Et là fait un kubectl get node par exemple. Voilà, c'est. Ah oui. Là je t'avais dit que ton Emacs il marche pas. Pourquoi il a inventé comme de la merde? Ouais. Oui, mais Emacs ça marche très bien. Oui, si, ça marche très bien. Ah oui, mais du coup, vu que je suis en TME, je peux pas remonter. Un instant, on arrive. Bon, c'est le genre de choses qu'on fait pas normalement en 4.3S, oui, hein, il faut bien... c'est un truc qui... ETC, rancher, 4.3S, machin. Raté... Non, c'est bon.
Mais parce qu'en fait, ton Emacs là que tu lances, en fait, là tu copies pas le fichier, fais un 4 dessus. Oui, on a fait un 4 tout à l'heure. Non, tout à l'heure, t'avais fait un Emacs ou non? Non, fake news. Un nouveau nano, je suis assez d'accord. Au moins ça marche. Très bien, Emacs. Je crois tout sauf Emacs. Voilà, c'est bon, là t'es sur une ligne. Là, il est bien. Bizarrement. Bah, tu veux qu'on utilise Nano? Je suis contre-fou. Eh, tu vois, il est très bien. Ouais, c'est vrai, nano, ça marche bien. Copie, mais copie pas ça. Voilà, là c'est bien. Merde. Bah, évidemment, j'ai réflexe Emacs. Hein. Voilà, refais ton kubeconfig getNode. Ça tu l'avais déjà. Ah oui, non, tu l'avais pas. Ah, moi, je les réexporte du coup. Vas-y, getNode. Ah, Oui, mais t'es en ah, 127.0.0.1, tu vas pas éditer. Pardon. Excusez-moi. Mais bizarrement, là, avec un 4 et du nano, ça marche. Ouais. Et voilà. Ouais, trop fort. Donc là, ton cube config il marche. Donc maintenant, tu peux retourner à l'endroit où tu as mis tes fichiers la dernière fois, donc c'est dans documents, sources, etc. Ouais. On va essayer, genre, on va y aller comme des salles. Non, documents. Source. Voilà, vas-y. kubectl apply, on réfléchit pas. On y va comme un sourd. Donc ça, c'est ce qui marchait avec OVH, on est d'accord? Oui, c'est ce qui marchait. À mon F. Pardon. Alors, pour refaire ton export il est pas passé, ça veut dire? Ah, bizarre. Bah si, le getNode Bah il a oui. marché, donc c'est que ça marche. Bah, refais ton. Je sais pas, moi. T'as pas un truc qui te change tes. Ah non, super. Montre-moi ton ghost.yml. T'aurais pas changé la dernière fois? Non, mais surtout les 80-80, il y a pas. Pas de 80-80, il me semble. Tu peux éditer de ton côté ou c'est moi qui contrôle? Oui, c'est bien ça. Non, mais attends, des fois tu me mets des doutes. Alors, mets un -k, sinon c'est votre kubeconfig qui doit être foireux. Bah, il marchait il y a 2 secondes. Bah, je fais que pas, c'était le getNode. Mais non, tu vois, il a refoiré. Attends. Bah, c'est ça. Ah, mais non, mais c'est export kubeconfig, mais t'avais pas mis le chemin complet. Donc là, il essaye d'aller chercher. C'est nous qui sommes les ça, exactement, merci. Le pass. C'est ça, c'est ça, exactement. Merci pour. Ouais, voilà. Oh là là, les bolos du racine. Ah, mais c'est le but du live, hein, faire Ouais, les trucs à l'arrache. apply. Hein. Donc là, on n'a aucune idée de ce qu'on a fait, mais Ça a marché. lancé, ça a lancé, ça a créé. Maintenant, tu peux faire un getpod. C'était Getpod. Ok. Container creating. Donc, c'est creating. Tuk. Mince, pardon, j'ai refait, mais c'est pas grave. Container creating. Donc là, on peut aussi faire un describe. Comme ça, on a un peu plus d'infos. Ouais. T'as pas de complétion. Sur ton nœud, tu sais, kubectl, pour faire un kubectl, getNode. Ils sont encore ready. Attends, reviens sur le SSH2, normalement. C'est le Node 2 que tu voulais. Ouais, c'est le Node 2, mais fais un PSOX, grep. Regarde s'il y a un kubelet quelque part. PSOX. Non, il n'y a même pas de cube. J'avoue que là pour le coup je m'y connais pas assez pour savoir exactement. Il a juste le container D, ou alors c'est vraiment le temps que... Sinon, je peux shutdown la VM ou la reboot. Hein. Oui c'est ça, on peut shutdown la VM, mais voilà, très bien. Donc là, regarde les getNode. Tu vois, bah là il était de not ready. Donc là, not ready, ça veut dire qu'il n'est plus accessible. On va regarder les... Désolé, je reprends la main. Alors Ouais, tac. Donc là, Ghost, il est toujours sur Node 2. Il n'a pas encore migré. Il n'a pas encore migré parce qu'en fait, par défaut, Kubernetes est très... En fait, il veut pas qu'il y ait 2 versions en même temps qui tournent. Parce que imagine, tu as 2 versions de la même base de données qui tournent en même temps, tu vas avoir plus d'erreurs. Donc en gros, Kubernetes est extrêmement... on va dire... mince, comment on appelle ça déjà? Enfin, en gros, il va être très prudent dans toutes ces actions qu'il fait. Il faut vraiment attendre que le node soit sorti. Et d'ailleurs, même là, quand on fait un getNode... des fois c'est pour ça qu'il faut les delete les nodes pour lui dire vraiment non mais là je sais exactement ce qui s'est passé. Donc si t'as un gros crash 4.2 en fait c'est pas vraiment le gérer finalement.
un énorme crash, il va le gérer au bout d'un moment. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la plupart du temps, ce que tu vas essayer de faire, c'est d'avoir plusieurs versions de ton applicatif. Ouais. Mais là, tu vois ce qui s'est passé. Tiens, si on fait le curl de tout à l'heure, donc le curl celui-ci, tu vois bien que là, ça va pas marcher. Ouais. Ah si, il est remonté. Oui, mais oui, Buzzy, donc ça, parce que c'est le Trafic qui a vu qu'il y avait un problème. Ah, c'est le Trafic qui répond, ok. Enfin, je suis pas attends, mais non, normalement non. Bah, le Trafic, il était sur Node 1. Oui, non, mais on n'a pas utilisé le Trafic, si. Si, j'ai vu un Trafic tout à l'heure qui tournait... Non, c'est que... Ouais. Ah, je sais pas. Si, dans PS Fox, j'ai vu le Trafic tourner, donc... oui, mais là, on n'a pas utilisé d'ingress, donc non. C'était juste le temps qui spawn, en fait. Ouais, en fait, là, le nœud est revenu. Il est revenu, il s'est directement lancé. Tu vois, on a un nouveau pod en bas qui a été lancé, qui a 10 secondes et qui a été lancé. Ouais, d'accord. Bon, bref. Je sais pas si ça crash, parce que là, je vois Storyman qui a reping, mais mon côté, c'est pas grave, bref. Question time, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, vas-y. Alors, attends, je vais dans l'ordre, hein, parce que j'ai pas suivi le chat. Ça parle de MetalLB. Alors, MetalLB, c'est en effet une super solution qui peut être qui est justement un peu comme ce qu'on disait Cilium. Ce que va faire MetalLB, c'est que directement, il va pouvoir soit faire de la RP, tu sais, pour dire... En fait, en gros, tu vas lui donner une IP virtuelle, tu vas lui donner un range d'IP virtuelle, de floating IP. Ok. Tu vas lui donner un range de floating IP, il va pouvoir le faire. C'est l'équivalent dans le monde, entre guillemets, classique de... Mince, comment il s'appelle ce logiciel qui fait du VRRP pour HAProxy. Non, c'est KeepAliveD. KeepAliveD, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc en gros, ça va être MetalLB, c'est l'équivalent de KeepAliveD. Okay. C'est juste que KeepAliveD, pour savoir qui est up, qui est down, il utilise le protocole qui s'appelle VRRP, qui est un protocole des enfers. Là, MetalLB, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les PI de Cube, c'est-à-dire il sait les nœuds qui sont up et down, et en fait, il va déplacer la floating IP. Directement d'un nœud à l'autre. En fait, il va sélectionner, si tu as 10 machines, il va en sélectionner une, il va dire sur celle-ci, je mets la floating IP, et tout passe par lui, et donc en fait, ça te permet comme ça d'avoir un truc très simple avec de la RP, de floating IP. Live version cube, quoi. Voilà, et sinon, il peut le faire aussi il a un mode BGP, et donc directement, il peut envoyer la route en disant la nouvelle route pour cette IP-là, elle est sur ce nouveau nœud. Ok, cool. Donc en fait, il est capable de faire du BGP pour aller advertiser les IP qu'on a vu tout à l'heure, les load balancer IP. Ok, après j'ai vu quelqu'un, j'ai cru voir du Helm, Guillaume, tu survis, t'as pas mis combien de fois? Ouais, non, mais on n'a pas encore touché à Helm, donc ça va. Et je crois qu'on n'y touchera pas, de toute façon, c'est pas le but, mais oui, K3S vient avec Helm parce qu'on essaye d'avoir vraiment le packaging minimum. Ouais. Normalement, t'as un binaire K3S, il fait tout. Sachant qu'on pourrait décompiler le binaire K3S, on verrait qu'il y a plusieurs binaires dedans. Ouais, avec Beanwalk, on verrait qu'il y a vraiment plusieurs binaires à l'intérieur qui ont été... c'est voilà. Ah bah, y en a un qui a dit étape suivante lancée via du Helm. Voilà, bon là c'est pas le but, on n'a pas du Helm. On pourra voir ça une prochaine fois quand on a vraiment des applications compliquées, on verra on pourrait voir quels sont les... Mais ça vraiment c'est la partie vraiment développeur, SRE, quand t'es Ops. Ouais. En fait, quand t'es Ops, du moment que l'API, en fait, quasiment, tu pourrais mettre un L-check sur l'API. Si l'API est OK, ton travail, il est fini. Okay. Modulo le fait que le réseau doit fonctionner, donc le réseau d'overlay, etc. Mais en fait, il y a des moyens comme ça, mais vraiment, l'API, derrière l'API, c'est plus ton problème, du moment que l'API... Et du coup, tu l'as défini où, la frontière entre Ops et Dev dans une infracube? Bah, l'API, justement. Cette API, en fait, elle va faire la différence, c'est-à-dire que, en théorie... ce que tu pourrais faire, c'est dire les ops, leur métier, c'est de maintenir le Kubernetes. Ouais. Ce qu'il y a dedans n'est pas de ton problème. Ça veut dire le container reboot en permanence, il a un problème, il y a un problème de code, le Node.js est pas bon, le Python est pas bon, etc. C'est pas ton problème. Toi, ce que tu vérifies, c'est que le Kubernetes tourne. Exactement comme on avait en fait avec l'OVH Manager. Oui. L'OVH Manager, c'est que OVH, et c'est le cas pour tous les autres, il te propose un Kubernetes et ça doit tourner. Donc en fait, en interne, c'est comme si en fait tu étais une équipe de Kubernetes as a service et tu fournissais un Kubernetes aux équipes. Et après, elles se débrouillent. Toi, il faut que tu aies tout qui soit bien configuré, qui soit bien fait, et tu leur proposes ça. Parce que dès que tu montes un peu trop dans les couches, après, ça va devenir compliqué à monter. Mais du coup, la gestion et limitation des ressources, par exemple CPU, RAM, du coup, où tu mets la barre, du coup? Et ben ça, plutôt, ça va être les développeurs. Les développeurs, en fait, donc là, on revient dans les... si on regarde le YAML qu'on avait tout à l'heure, fais un 4. 4 de notre... si tu remontes... Non, ah ben non, tu peux faire CTRL SHIFT machin...
à l'ancienne. C'est clair. Descend, deployment. Donc là, tu vois, on a réservé, on a mis en limite 512 et 1. Ouais. Mais là, on ne se les est pas attribués. Et c'est vraiment une limite de plafond. C'est une limite de plafond. Donc là, en fait, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va, tiens, bah, edit ce YAML là et on va rajouter une request dessus. Ok. Donc là, ressource, donc limite, tu mets, vas-y, en dessous à la ligne, tac, request. ouais. Memory, bah, mets 512, tiens, on va se réserver 512 de RAM. 512 et CPU pareil. Et CPU, pareil. Et si tu mets plus que ta limite. Bah justement, on va essayer. Bah tiens, alors t'as pas le droit. Enfin ça, c'est forbidden. Je crois que normalement il te jette. Bah essaye, vas-y. Hop là, vas-y, YOLO. Dans la vie, faut essayer. Voilà. Donc pourquoi? Parce que l'API de Kubernetes, elle est assez performante pour faire des checks de sanity. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose qui n'est pas bon, il te dit que c'est pas bien. Ok. Donc il fait des checks de sanity par défaut déjà dedans. Donc là on n'a pas le droit, donc là tu peux remettre 1. Donc là ce qu'on va faire là, c'est que là on va faire les meilleurs, là on sera les good citizens du cluster, c'est-à-dire qu'on a dit exactement je me limite à 512, je me limite à un CPU, et j'utilise un CPU et j'utilise 512. Là on est les good citizens de la... En fait c'est-à-dire que tu te réserves un CPU et que tu n'as pas le droit à plus d'un CPU. Et si t'as un méchant dev qui dit ah mais moi je veux 16 vCPU et 32 Go de RAM. Vas-y, tu peux mettre CPU, vas-y, tu peux mettre 16 en haut, vas-y, mettre 16. Je vais pas tout cracher. Vas-y, non, du tout. Mais non, c'est une limite. Mais 16 Go. C'est GI du coup, c'est. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà, et 14. Mais 14. Ok. Voilà, vas-y, envoie ça. Donc là, pour le coup, là on est en mode bad citizen. Ouais. Fais un getpod. Il est running depuis 5 secondes, donc là il tourne. Ouais, ok. Donc il s'est alloué, ça. Si tu fais un describe sur lui. C'est quoi, c'est getpod? Non, describe pod, justement. Describe pod, c'est une. Enfin, on aurait pu le voir autrement, mais. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah bon, ok. Et donc là, si tu remontes, donc on voit bien que c'est 14-16. Ouais. Et remonte. Ah, mais non, on peut pas. Vraiment les à l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Donc il est running. Merde, je sais plus où est-ce qu'on voit sa policy. Bon, c'est pas. Ah voilà, burstable. COS, tu vois, la quality of service class. Oui, burstable. Ça veut dire qu'en fait, t'as réservé quelque chose. Ouais. Donc en gros, si tu mettais pas de limite, rien, tu mets rien du tout, t'es en mode best effort. Ok. Alors, tu demandes rien, tu t'es pas limité. Tu seras le premier à cracher si jamais il y a un besoin de ressources. Ouais. Okay. Mais là, tu es en burstable, c'est-à-dire que tu es un peu mieux. Et alors, le mieux, c'est quand tu as mis l'un et l'autre. Donc là, pour le coup, tu es un good citizen. Donc c'est toi qui seras en qualité de service le plus... Donc mieux tu configures ton pod. Ouais, finalement, mieux tu es placé pour ne pas cracher en premier s'il y a une merde. Voilà, en plus c'est plus une éviction. Ça veut dire que en fait, c'est le premier qu'on va t'enlever si jamais quelqu'un qui a une plus grande priorité que toi va prendre la place sur le cluster. Donc celui qui a bien configuré son cube, généralement ça tient mieux finalement. Bah, celui qui a bien demandé les services. Ouais. Tu vois, c'est... Alors là maintenant, ce qu'on va pouvoir tester, c'est regarder, faire un kubectl describe node. Alors ça devrait marcher comme ça, voilà. Là tu vois, alors là on est plutôt sur le node 1 à mon avis. Je sais pas si je peux... Cluster, voilà, c'est le node 1 là. Fais cluster-cube. Non, au lieu... Oui, c'est ça, cluster-cube. Cube-2. Voilà. Ok. Donc là, tu vois, le request, t'es à un CPU. Ouais. Donc là, en fait, on voit l'état du nœud. Ok. Le nœud, en fait, il te dit, tu vois, même un peu, il te dit, genre, qu'est-ce qui a été demandé sur le cluster versus qu'est-ce qui a été en limite. Et tu vas voir l'actuel, parce que là, t'as la théorie et la pratique, tu la vois comment? T'es obligé d'avoir une observabilité ailleurs ou Alors vas-y, fais un... Alors normalement il y a une commande, il y a top, tout simplement, tu vas kubectl top. Et là t'as tout. Top node. Voilà. Ah, cool. Là tu vois en direct qu'est-ce qu'il y a, puisqu'en fait il y a un metric server qui fait des actions, qui vient récolter. En fait le kubelet a un système de monitoring interne, on va dire, et il expose ça via des API, et donc là on peut le voir. Donc là on voit exactement ce qui est utilisé sur le node 1 et sur le node 2 et combien de pourcentage. Donc ça c'est pas ce qui est demandé,
tu vois, Mhm. parce qu'on a réservé un CPU. Là, on voit que notre logiciel, il prend 18 milli CPU. Ok. Enfin, en fait, là, il prend rien. En fait, avec Je la- viens de voir qu'il n'y a pas le chat depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Je le remettrai sur le live, pas sur la rediff. Ok, alors attends, est-ce que ça va parler? Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui parlaient des opérateurs. Ouais, Les opérateurs, ouais. Pour qui c'est, là pour le coup c'est plus pour des SRE pour moi. Donc quand je donnais des formations sur Kubernetes, j'avais globalement 3 slots de formation. Mm. Il y en avait une commune pour tout le monde, pour que tout le monde ait le même vocabulaire, la même culture, de manière globale. ouais. C'est un peu ce qu'on a fait au premier Oui. épisode. Et après j'en avais un pour les ops, où là pour le coup on met les mains dedans comme ça, Mm. dans le Kubernetes. Et après j'en avais une pour les devs, c'est-à-dire comment je fais pour déployer mon application, comment je fais pour avoir les logs, comment je fais pour débugger. Ouais. Ok. Et après, il y avait ce truc entre les deux qui est le SRE. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions sur qu'est-ce que c'est les stratégies d'auto-scaling, vertical, horizontal. Tout ça, c'est le travail d'un SRE. C'est lui qui va faire en sorte d'avoir sa stratégie. Donc tu peux faire de l'anti-affinité, Ouais. par exemple. Pour pas que, en fait, quand tu as un cluster et que tu rajoutes une nouvelle machine, elle est vide. Mhm. Et donc, très souvent, les nouveaux logiciels que tu vas mettre en place, bah, ils vont tous aller dessus, parce Oui. qu'il est vide. Et t'as pas envie, parce que si lui, il crache, tu vas tout perdre d'un coup. Ouais. Donc Ok. en fait, c'est possible de mettre des stratégies d'anti-affinité, de dire, moi, j'ai pas envie d'être à côté des gens comme moi, ou des gens d'une autre... voilà, des fois, tu peux dire, non, je veux pas être à côté des nœuds, nodes, surtout pas, etc. Ça Ok. se fait via des labels. Ou, à l'inverse, tu peux dire, je veux être à côté, en affinité. Typiquement, ton applicatif, des fois, elle va parler pas mal avec un même cache, Ouais. et ok. ben, tu as envie d'être à côté du même cache. Oui, comme ça va plus vite quoi. Comme ça va plus vite parce Ok. que, on rappelle, les conteneurs, c'est pas une isolation Mm. forte, c'est-à-dire que tu vas passer par le même kernel, et donc tu vas aller très très vite, tu vas pas faire des flux réseau là-dessus. Ça dépend bien sûr de ton isolation des pods, mais enfin des conteneurs, mais c'est ça le Ok. point. Donc voilà à peu près. Donc là on a un K3S qui tourne vraiment et c'est utilisable. En plus, c'est prod ready, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent pour déployer des nœuds dans des endroits pas accessibles, Ouais. etc. C'est quand même assez bulletproof. T'as rebooté le nœud, ça remarche, Ouais. ça fonctionne. C'est vraiment un truc très très simple. Voilà, à peu près l'idée de K3S. Donc vraiment, si jamais vous avez envie d'expérimenter, c'est vraiment très simple. Il y a moyen en plus de le brancher, c'est-à-dire que là, comme je t'ai dit, on est mono-nœud pour l'instant avec Ouais. un SQLite. Mais en vrai, c'est possible de faire en sorte de le brancher à autre chose, typiquement sur un MySQL, sur un Postgre, Ok. et faire en sorte de... tu mets un MySQL dans un coin, et en fait, tu vas avoir plusieurs nœuds maîtres branchés à un MySQL. Mm. Bon, en fait, tu as reporté le problème, puisqu'en fait, maintenant, Ouais. tu as un MySQL en problème. Mais c'est possible de le faire. Tu déplaces le SPOF. Voilà, tu déplaces le SPOF. Après, c'est un SPOF... c'est un mini SPOF. Tiens, fais un truc. Donc là, fais un curl... Enfin, fais un getNode. Pardon, fais un getNode. Enfin, un getPod, pardon. Je vais y arriver. Donc là, et c'est que sur un nœud. On est sur quel node? On est sur le 2. Ce qu'on va faire, fais un curl sur curl... Celui-là. Ouais, celui-ci par exemple, vas-y, curl là. Curl sur l'autre, vas-y, sur 40, 140. Voilà. Ok. Donc là, notre logiciel, il tourne. On tape sur le 2, etc. Va sur le node 1 et reboot-le. Vas-y, et là, très vite, tu retournes sur... Ah, bah, de toute façon, très Vas-y, vite. reboot, tac, voilà. Vas-y, refais tes curls. Donc 140. Bah, ça c'est bon. marche. Non, 140 et 138. Voilà. Mais 140, il tourne encore. Ce que ça veut Ouais. dire, c'est que ton pod, même si t'as fait tuer l'API, t'as tué le nœud maître, Ouais, et ça marche encore. ça marche encore. Là, regarde, on peut le refaire. Hein. Ouais. Ok. Ça marche encore, ton logiciel, il est pas mort. Comment ça se fait que ça marche encore avec celui de ma soeur? Bah, c'est juste qu'en fait, il s'est arrêté à l'état, le service discovery a fini. Donc en fait, le nœud, en gros, il s'est arrêté dans le temps. Ok. C'est-à-dire que là, si jamais tu rajoutes un nouveau pod à un autre endroit, etc., il sera pas vu. Ok. Mais l'état des pods, tout le monde dit, oh là, j'attends, et je verrai plus tard. C'est comme ça d'ailleurs qu'on upgrade un cluster Kubernetes. Ok. C'est-à-dire qu'un cluster Kubernetes, souvent, quand tu es chez les cloud providers, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il tue l'API, il la reconfigure, il la met à jour, et il te la re-up. Et des fois, tu peux avoir un down de plusieurs minutes. Oui, ça se voit pas quoi finalement. Ça se voit pas, puisqu'en fait, là, c'est juste que pendant ce temps-là, par contre, tu peux pas faire de scale, tu peux pas rajouter des nœuds, Oui. tu peux pas faire tout ça, tu peux pas faire d'opération sur le cluster, mais ton applicatif, lui, il continue d'être bon. En fait, tout le monde se fige, et tout le monde dit, oh bon bah, comme j'ai J'attends. pas accès, j'attends, et c'est que ça doit marcher toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'en fait, tu peux faire des opérations sur un cluster Ok. sans avoir besoin de tout... Enfin, sans avoir peur de tout passer. Donc en fait, c'est un SPOF, mais c'est un SPOF de l'API. Et l'API n'est pas un SPOF pour Kubernetes. Pour que ton D'accord. applicatif Ouais, continue ok. de fonctionner. Je vois ce que tu veux. Ok. Tu vois, c'est pas, tout passe pas par lui, tout passe pas par Ouais, lui. c'est pas le point central de toutes tes applis quoi.
Voilà, les applicatifs de prod n'ont pas besoin de ça, c'est juste que tu en as besoin pour... Des Par pods, contre là, quoi. si jamais là, je tue un pod, qu'un pod se tue, il se remettra pas. Ouais. Parce que c'est l'API qui aurait fait tout le mécanisme interne. Donc en fait, il faut quand même avoir un truc qui tourne à peu près Correctement, quoi. correctement. Donc voilà le point. Ok. Je vois qu'il y avait d'autres... Alors, on a parlé de Kind. Kind, c'est Kind. Kubernetes in Docker. Ok. Donc en gros, ce que c'est à peu près pareil. C'est en fait, ça spawn un Kubernetes à l'intérieur de Docker. Donc du moment que tu as le Docker sur une machine, tu es capable de spawner un Kubernetes. Tu fais une machine sur un Docker, sur un cube. Bah en fait, oui Ça en fait, fait mais en fait, beaucoup, quoi. bah non Enfin, en fait non, parce qu'en fait, il faut voir que Kubernetes, donc c'est quelques binaires. Ouais. Donc les binaires, ils tournent dans un conteneur. Ces binaires-là, en fait, après, ils montent le socket de Docker ou de Ouais. containerd en dessous, et après, ils vont parler directement. Donc en fait, en gros, tu Ouais, montes tu- dans tu la spawns stack, juste tu l'API, redescends. ouais. Voilà, en fait, tu spawns juste l'API. Ok, d'accord. En fait, il faut voir, voilà, c'est ça en fait, on a du mal à voir, mais Kubernetes n'est pas une technologie de virtualisation, c'est Oui. pas une technologie de conteneur. Ça réutilise toujours quelque chose qui est en dessous. Ok. Donc en fait, à chaque fois qu'on dit, tu vois, moi par exemple, quand j'avais touché à Kubernetes en premier sur du bare metal, c'est que on spawnait des nodes bare metal avec Ouais. du PXE, Ok. on utilisait du CoreOS. Puis après, une fois qu'on avait du CoreOS, à l'époque, il y avait Fleet, qui est un espèce de système dédistribué. Avec ce système dédistribué, on spawnait le TCD. Une fois qu'on spawnait le TCD, on spawnait Kubernetes. Donc là, on avait un cluster Kubernetes, mais c'est très peu de machines. En deux machines, tu avais un Kubernetes, tu vois, très Ouais, simple. carrément. Et après, grâce à ce Kubernetes, on installait OpenStack. Ouais, ok. Donc OpenStack, c'est une vingtaine de binaires, enfin c'est une vingtaine de logiciels en Python. Ouais. C'est chiant à mourir à installer quand tu dois le faire à la main, parce que dès qu'il y en a un qui meurt, ça marche plus. Et donc là, en fait, on spawnait des binaires en Python via Kubernetes, Ouais. et là, on avait un OpenStack Ok. qui tournait, mais en fait, les API d'OpenStack, Oui, pas l'OpenStack. en pas lui-même. l'OpenStack en lui-même. Et Ok. après, on spawnait des nodes Ubuntu sur lesquels on mettait Nova Compute, Ouais. et après, Nova Compute se connectait à l'API qui, elle, tournait sur un Kubernetes. Mais en fait, Oui. c'est pas OpenStack qui est sur Kubernetes. C'est l'API C'est d'OpenStack. l'API d'OpenStack. Et Ok. en fait, c'est toujours ça qu'il faut faire attention, c'est à chaque fois, est-ce qu'on parle des workers, des nœuds qui Oui. vont faire le travail, ou est-ce qu'on parle des nœuds de control plane. On emploie souvent ce terme de control plane à la place de la notion de master, Ouais. mais c'est parce que vraiment, c'est en fait, ton control plane, il peut être extensif, tu peux Ouais. en mettre plein, il n'y a pas un seul master. Et du coup, enfin, c'est quoi pour toi la différence entre control plane et API du coup? Bah, en fait, le control plane, c'est tout ce qu'il faut pour délivrer l'API. Et du coup, tu dis que ça peut être étendu, donc tu peux étendre ton API et Bah, en fait, répartir tes ton différentes control plane, API, c'est-à-dire que potentiellement tu peux avoir des bases de données, plusieurs bases de données, Ouais. une seule API, tu peux avoir plusieurs API, une seule base de données. En Ouais, fait, ça va ok. dépendre de ton workload. C'est-à-dire que des fois, c'est l'API serveur qui est bourriné, donc il prend beaucoup de CPU, donc il vaut mieux le mettre en horizontal. Ouais, Des fois, c'est ta base de données que tu as envie d'être redondante, et donc tu vas la mettre en plein d'unités. ok. Mais ton control plane, c'est une unité à part, et ça, c'est un truc des ops. Le truc des ops, ceux qui ils ont des potards. Typiquement, quand par exemple tu fais du GKE, celui que je connais mieux, donc celui de Google, Ouais, si tu as en dessous de 10 nœuds, tu as une API qui est très lente. ok. Dès que tu dépasses 10 nœuds, elle reboot, elle revient et elle a plus de CPU. Et Ok. dès que tu dépasses 100 nœuds, ton API elle reboot, elle se stoppe et elle revient et elle a encore plus de CPU. Ok. Donc une technique moi que je fais, même si j'ai pas 100 nœuds, c'est qu'en fait je la warm up, c'est-à-dire qu'en fait je spawn plein de petits nœuds dans mon GKE Ouais. jusqu'à atteindre 100, j'attends un peu que l'API et après je rescale down et comme ça me fait que j'ai une API assez rapide. Ok, c'est marrant. Donc tout le monde Le fait hack, quoi. ça. Voilà, ça c'est du pur hack pour avoir voilà, et tout le monde fait ça, vraiment, que ce Ouais, soit ok. chez OVH, etc. Tout le monde a à peu près les mêmes logiques derrière, plus ok. ou moins bien faites, parce que eux ils veulent pas te donner, ils vont pas te donner que 4000 CPU. Oui, c'est normal. Oui. Et donc ils font comme ça en fonction du nombre de nodes, c'est à peu près combien tu vas avoir de pods, donc à peu près la vitesse de l'API. Donc en fait ils ont un scaling comme ça. Ok. Alors, c'est marqué, sauf pour les CRD, je pensais en référence à qu'un des trois KZS. Je sais pas. Bah là pour le coup, si tu as plus d'API serveur pour agréger les CRD, je sais pas de quoi vous parlez, mais en gros les CRD, dis-toi que c'est quelque chose en fait qui permet d'étendre. En fait là on a touché aux objets pod, node Ouais. et service, mais en fait on peut très bien créer un truc genre Oui, c'est les API, enfin les c'est API, les dont on API, parlait la dernière fois là. voilà qu'on peut faire. Et donc moi par exemple j'ai un type WordPress. Parce qu'en fait, moi, j'héberge des WordPress, et donc Ouais. j'ai un objet de type site WordPress. Et donc comme ça, quand j'ai besoin de créer un site WordPress, juste j'ai un YAML qui dit bon bah c'est WordPress à telle version, etc., etc. Je l'upload Stylé. et automatiquement ça va me créer après des pods à telle version, etc. Et ça c'est un opérateur. L'opérateur c'est un assemblage d'un contrôleur. Un contrôleur c'est ce qui parle à l'API Ouais, et d'une CRD. Une CRD plus un contrôleur, ça fait un opérateur. ok.
Voilà, c'est ça le Donc concept là. n'importe quelle appli, tu pourrais faire en sorte qu'elle ait son CRD custom. C'est ça, pour exactement. cube, Et en fait, vraiment, ce qui est cool, c'est que tu peux réussir à avoir en fait un niveau de service ultra ouf. Tu vois, avec un truc où l'avantage d'un opérateur, c'est que comme ça réconcilie en permanence, c'est que si moi j'arrive et que je fais un kill d'un pod, Ouais. bah, automatiquement il revient. Parce que tu lui as dit qu'il fallait qu'il soit là. Donc l'avantage, c'est que dans mon WordPress, si jamais mon WordPress, j'ai dit que mon WordPress c'est un service et un pod, et ben en fait, si jamais je kill l'un ou l'autre, bah les deux vont revenir. Enfin, les deux vont revenir tout le temps. Et comme ça, j'ai un truc, si à 2h du match j'ai un problème, et ben à un moment ça va converger, ça va revenir et ça va. La strat n'existe plus quoi. Voilà. Bah moi là par exemple, donc pour te dire vraiment concrètement, donc moi j'ai un node GKE, j'ai une 45 nodes, 2500 sites, et je suis jamais appelé. J'ai jamais de problème d'astreinte par rapport à ça. Sauf quand je fais n'importe quoi, dans le sens où on fait des upgrades, je dois toucher au load balancer, je dois toucher à ça, donc ce sont des opérations assez touchy. Donc là pour le coup je peux avoir des problèmes de configuration, de machin, etc. Mais une fois que tout marche, et pourtant tu vois les nœuds, les sites, ils sont, on a des sites en trial qui sont supprimés tous les jours, etc. Que je vais down pour essayer de gagner en CPU, etc. Les nœuds en fonction de la place, ils vont changer. Mais ça marche. Et j'ai pas d'astreinte. Enfin, j'ai tout dans mon PC avec moi, mais je crois que j'ai jamais été appelé depuis 2-3 ans. Donc voilà ce que ça fait en fait. Donc là, par contre, ce qu'on va pouvoir essayer de faire d'ailleurs, c'est essayer de. Alors on nous a demandé d'ailleurs la stratégie de scaling. On va le faire un peu à la main. Refais un cat de tout à l'heure sur notre sur le Ghost, sur le Ghost machin. Vas-y, en bas. Tout en bas, je crois. Voilà, là on a un horizontal pod autoscaler. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? On lui avait dit maximum 1, minimum 1, etc. Et on lui avait dit qu'il faut à peu près 50% de CPU. Donc en fait, ce qui correspond à 500 milli-CPU. Tiens, essaye de donc ce truc-là, on va le supprimer pour l'instant. Parce que c'est. Non, supprime-le, kubectl, delete. On va y aller comme des porcs. Delete. Donc HPA. Pour Horizontal Pod Autoscaler. Et moment all. Parce qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, donc là il a delete. Ah oui, donc c'est un objet vraiment. C'est un objet HPA, voilà, c'est un objet de la même façon. C'est Horizontal Pod Autoscaler qui a un diminutif qui est. Alors tiens, si tu veux tous les voir, tu fais kubectl API Resources, kubectl API-resources, pardon. Et là c'est pas. Un seul S. Resources avec un. Voilà. Et là, ça, c'est tous les objets qui sont à l'heure actuelle dans le cluster. Donc tu vois d'ailleurs qu'il y en a certains, Traffic, c'est un opérateur. C'est-à-dire que Traffic, il vient avec ses propres objets. Il étend la fonctionnalité de Kubernetes, avec ses propres objets à lui, qu'on pourrait utiliser si jamais on voulait. Et là, tu as le petit diminutif à côté, là, ici, le SC, ING, etc. ING pour Ingress, PDB pour Pod Distribution Budget, on en parlera peut-être. Mais voilà, donc là tu as tous les objets que tu peux accéder. Donc là, c'était le HPA. Ce qu'on va faire là maintenant, donc refaire un getPod. GetPod, voilà. Là maintenant, on va le scale, celui-ci. En fait, j'ai enlevé le HPA parce que sinon il serait redescendu en permanence à 3, puisqu'on lui avait dit maximum 3. Donc là, on va faire kubectl scale. Je me souviens plus de la commande, entrée, vas-y. Voilà. Donc là, tu fais deployment. Deploy slash. Oui, deployment. Non, c'est deployment. Voilà. Je crois que tu mets un slash. Ghost. Non, mais tu attaché. Deployment slash ghost. Un moment réplica égale 100. Réplicase égale 100. Vraiment sûr? Ouais, vas-y, YOLO. Voilà. Getpod. Ah ouais! Voilà, t'as plein de réplicas. Ce qui se passe là, donc fais un less dedans. Donc là, tu vois, il y en a certains qui tournent, donc ils sont sur cube 2. Tac, vas-y, descends. Ouais, c'est quand ça va spawner doucement. Tu vois, en fait, ils sont tous sur 2 d'ailleurs. Ouais, il doit y avoir un taint sur le node. C'est pas... Oui, en fait, en gros, ça veut dire qu'en gros, les pods, on peut les mettre que sur le 2. Mais c'est pas grave, ça marche, c'est pour la blague. Donc là, en fait, par contre, on voit que tous les autres sont en pending. Pending, tiens, fais un describe du pod de tout à l'heure, du describe du node, pardon. Voilà, celui-ci, mets-le dans un less. Voilà, descends, tout en bas.
tu vois qu'il y en a Voilà, un donc paquet là, qui tournent. allocated resources, tu vois que là, ici, donc on est à 4, donc ça veut dire qu'on est à 100% d'usage. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a demandé 4 CPU, on est à 100%, Mm. et en mémoire, on a demandé 4 fois 2 gigas, donc on est à 25% de la mémoire que tu avais allouée. Mm. Donc là, en fait, le nœud n'est pas capable de prendre plus de ressources. Ok. C'est pour ça que tous les autres pods sont en pending. Ok. Ils sont en train d'attendre qu'il y ait de la ressource disponible dans le cluster. Et il va attendre à l'infini, au bout d'un moment, il dit Il va fuck, attendre à l'infini. T'as pas un moment où il dit fuck. Non, non, bah non, parce qu'en fait, tu veux pouvoir que si dans 2 jours tu rajoutes un node, tu Ouais. veux que tout Ok. soit bien en fait. C'est-à-dire que là, ils vont attendre, mais ça, c'est pas, ils sont pas débiles, hein, Oui. ils tournent pas. Mais là, vraiment, ils vont attendre. Ok. Ils vont attendre que de la place. Alors en fait, en vrai, ils vont attendre, mais quand tu es dans le système du cloud, dès qu'il y a un node un pod qui est en pending pendant un laps de temps, et bien en fait, automatiquement, ça va trigger un autoscaling du cluster. Donc ça te rajouter un node. Ça va te rajouter un node qui va rejoindre l'API Ok. et faire en sorte de pouvoir. Et ça, il va le faire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de pod en pending. Non, mais du coup, si tu fais une connerie, c'est le coup à avoir d'un coup sans node. Bah, tu sais, c'est pour ça que j'avais tweeté il y a pas longtemps. Mon super pouvoir, c'est de transformer des YAML en facture AWS. Ouais, j'avais vu, ouais. Clairement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que si tu te plantes, si tu mets pas de limite, Ouais. si tu mets pas un max réplica, tu fais de la merde, tu peux aller. Donc en fait, ce qu'on fait quand même, c'est qu'on met un nombre de nœuds maximum. Oui. On dit nombre de nœuds keep cool. Mais en fait, il va faire ce genre de choses. Mais Ok. après, aussi, ce qu'il est capable de faire, c'est d'optimiser. Tu as après des Carpenter, par exemple, c'est un logiciel que AWS a fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder quels sont les nodes disponibles dans le cluster où tu es, enfin dans la région. Et en fait, il va regarder ce que tu utilises, parce que là, tu vois, on a un problème. Tu utilises 4 CPU, mais tu utilises à peine 25% de la RAM. Ouais. Donc clairement, la machine que tu as sizée, en fait, elle n'est pas adaptée. En fait, tu as donné trop de mémoire. Donc en fait, ce que va faire Carpenter, c'est qu'il va aller mettre de nouvelles machines avec moins de mémoire, comme ça tu payes moins. Ok. Et vraiment intelligemment en fonction de Et ce que intelligemment, en fait, en fonction du workload que Ok. tu as, il va essayer d'aller le faire. C'est ça le but, le but là-dedans. Donc là, maintenant, tu peux refaire un scale réplica égal à ce que tu veux, réplica égal 3. on dit. Et là, automatiquement, il va Voilà, enlever tous les vas-y, pendings. get. Voilà, tu vois, il les a terminés. Tu vois, il avait réussi à en spawner 4, bah, il va passer à 3. Ok. Et il enlève tous les pendings. Et tous les pendings, instantanément, ils sont plus là parce Ouais, qu'ils ils étaient nulle part. Mais là, tu vois, si jamais vraiment, voilà, là, on a vraiment plus que 3. Enfin là, il est en train de terminer. Et alors, un truc cool, c'est que si jamais, hop, ah bon, on le verra pas parce qu'il s'enlève, mais en fait, on peut être capable de le moins W. Si tu vois. Ah oui, c'est un watch. Ok. Ça watch. Ok. Alors c'est même pas que ça revient, c'est que vraiment en fait c'est abonné à un service d'événements. Ok. Et donc en fait tout est événementiel dans Kubernetes. D'ailleurs on peut le voir. CTRL-C. Tu peux faire get events, kubectl get events. Ouais. Voilà, là tu as tous les événements de Kube. Donc là tu peux même faire un "-w". Moi j'aime bien faire des entrées pour bien voir où est-ce qu'on est. Là en fait on va voir tout ce qui se passe dans le cluster. Il y a un pooling, tu vois, donc là on voit qu'on est allé chercher une image, on est sur tel nœud, c'est telle action qui se passe, etc. Ça va nous permettre vraiment d'avoir des événements sur le cluster qui vont nous permettre après de débugger. Donc quand on dit Kubernetes c'est dur de savoir ce qui se passe, c'est qu'on ne connaît pas le get event. Ça nous permet vraiment de savoir exactement ce qui se passe et après on peut aller regarder, ah bah tiens c'est tel objet, c'est tel truc, c'est un pod, c'est un service qui n'a pas, etc., etc. Là tu vois, au-dessus même d'ailleurs on avait l'information, tu vois, 0 sur 2 nodes available, 1 insufficient CPU. Qu'est-ce que ça m'a dit? Ça me dit il manque du CPU. Voilà. Alors les questions, est-ce qu'il y avait des questions sur la gestion? Ça veut dire que ne scale jamais de leur côté. Alors, le downscale, c'est très compliqué, puisqu'en fait, le downscale, ce que ça veut dire, c'est que... Donc, j'ai rajouté des nodes, mais downscale, ça veut dire que je vais casser mon applicatif. Ouais. Parce qu'en fait, si j'enlève un node, tout ce qu'il y a dessus, cassé. Oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est très prudent, mais il y a des logiques là-dedans pour le faire. On a notamment un projet qui s'appelle Descheduler qui fait ce genre de choses. Le but étant, en fait, de tuer tous les pods qui sont sur un nœud. Ouais. Et pour en fait les rapatrier. Donc ça en fait il y a une logique derrière. Et alors tiens tu demandais tout à l'heure quelle est la jonction entre les ops et les devs. Ouais. Et ben en fait donc fais un kubectl get node. Et ben en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est que sur le node 2 par exemple. En fait toi imagine tu arrives dans un data center ou dans n'importe quoi. Tu veux tuer toutes les machines d'un node. Parce que il y a un problème, tu vois, tu as un host physique qui a un problème de hardware. Ouais.
dessus, tu sais qu'il y a des clients qui ont des Kubernetes. Ok. Et ben en fait, toi, ce que tu vas faire, tu vas te créer un petit script. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une commande, donc kubectl cordon. Cordon, Ouais, c'est comme ça se prononce vraiment. Voilà, non, sans le E. Cordon cluster cube 2 là. Cluster cube-2. Voilà, donc là, on l'a refait un getNode. Donc là, on l'a dit cordon. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce qu'on a scheduling disable. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, aucun nouveau pod ne va arriver sur lui. C'est un mode maintenance en gros. Là, on l'a passé en mode freeze. Ok. Et alors maintenant, on va faire la maintenance, c'est-à-dire qu'avant de rebooter la VM, avant de rebooter le node, ce que tu vas faire, tu vas faire un drain. Donc la même commande au lieu de cordon, c'est drain. Et là, en fait, bon là, ça risque de pas marcher parce qu'on n'a pas assez de nœuds sur le cluster, mais en gros, voilà. Enfin, en gros, là, il peut. Ouais, voilà, mais vas-y, fais un get node. Mais en fait, en vrai, il cannot delete. Bref, il peut pas le faire. Mais parce qu'on est sur des. Attends, c'est quoi? C'est le daemon set manager. Oui, d'accord, ok. Oui, non, il peut pas drainer parce qu'en fait, là, c'est K3S qui a protégé. Ah oui, d'accord, okay. Qui a protégé des pods. Mais en théorie, c'est possible de le faire oui. quand t'es pas en 4.3s. Mais en fait, là, ce que tu fais, toi, c'est que t'as un petit script qui arrive sur tous les nodes de la machine, ouais. qui envoie des drains, et comme ça, en fait, le drain, ce que ça fait, c'est que c'est... tu vois, au lieu d'attendre que le node soit pété, ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il pète les conteneurs, il attend qu'ils aillent sur quelqu'un d'autre, et en fait, une fois qu'il est vide, il se tue. Ok. Enfin, après là, tu vas pouvoir le tuer. Et donc ça, en fait, c'est un truc qui est assez cool, c'est qu'en fait, comme ça, tu vas pouvoir envoyer une commande aux gens en disant attention, dans les 2 jours, je vais tuer cette commande, enfin, je vais tuer ce node, et à un moment, tu le draines. Tu laisses du temps. Des fois, le drain, il peut mettre longtemps, hein, parce que des fois, tu as des policiers en disant non, mais lui, il faut surtout pas le toucher, etc. Ouais. Ouais. Tu peux mettre des politiques dessus pour faire en sorte que ça n'impacte pas trop l'applicatif. Et une fois que tout le monde est parti, là, tu peux rebooter la machine. Donc en fait, même, tu vois, dans la gestion que tu as avec les développeurs, tu n'es pas obligé de leur envoyer un email pour leur dire attention. Tu peux juste leur dire si vous avez bien configuré votre Kubernetes, je suis capable à n'importe quel moment d'intervenir sur une machine, d'intervenir sur une VM, d'intervenir sur une machine, etc. en faisant ces commandes de drain. Et c'est ce qui se passe quand, par exemple, tu prends des nœuds spot ou des nœuds préemptives. C'est des machines en fait virtuelles que tu n'as pas plus de 24 heures. Parce qu'elles sont pas chères. Ouais. Mais pas plus de 24 heures, ça veut dire que tu peux les avoir moins. C'est-à-dire que si jamais il y a de la demande dans le cluster, tu te fais jarter. Bah, tu te fais jarter. Et ben en fait, c'est ce qu'ils font. Ils te disent genre, t'as genre 10 minutes pour partir. Et en fait, ce qu'ils te disent, c'est que je te fais un cordon, je te fais un drain, et t'as 10 minutes pour que tes pods partent. Je t'ai prévenu, j'ai été un sympa avec toi, mais dans 10 minutes, je te coupe dans tous les cas. Alors, je sais pas, les 10 minutes, c'est un peu. Je sais pas combien de temps c'est, mais en tout cas, c'est ça la pratique. La pratique, c'est vraiment d'avoir ça. Donc voilà un peu. Donc là, là, tu as un Kubernetes qui est un Kubernetes vraiment, entre guillemets, prod ready. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est regarder pour déjà tout péter. Je sais pas comment on fait pour enlever K3S. On installe K3S, on installe. J'aurais dû faire des snapshots des VM, comme ça j'aurais juste. C'est vrai, c'est pas faux. J'ai pas pensé. Je suis con. Alors, tiens, un point important. Ah oui, non, un point. Reviens sur ton Kubernetes. Oui. Fais un get PV. Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui marchait la dernière fois. Voilà. Là, en fait, ça t'a mis un disque. Oui, c'est le volume. C'est un volume. Mais t'avais pas de volume. T'as un safe ici? Ouais, c'est pas faux. Ok. T'as pas de safe. Pourtant, il a réussi à te le faire. Ouais. Alors, fais un get storage class. STO storage. Ouais, c'est pas comme ça s'écrit, je sais plus comment ça s'écrit. STO. Storage class. Ouais, STO, vas-y, STO. Ouais, storage, c'est STO. Non, mais c'est. T'as pas de complétion. Vas-y, je vais le faire sur mon cluster. Get. Je me souviens jamais parce que bien sûr moi j'utilise que la complétion. Donc la complétion en plus elle est storage class en un mot. Attaché. Hein? Attaché, storage class. Ah bah ça, j'étais pas là. Voilà. Là, en fait, ce qu'il a utilisé, donc il t'a K3S, t'as par défaut installé une storage class qui s'appelle un local pass. Ouais. Et en fait, le local pass, ce que c'est que. Bah, c'est pour ça qu'en fait, ils avaient tous sur le même nœud, je suis débile. En fait, ce que c'est qu'il va te réserver un endroit dans ton disque, sur la machine, qui devient un volume. Un peu comme les volumes de Docker d'ailleurs, qui marchent à peu près pareil par défaut. Mais ce que ça fait, c'est que donc là, getPV fait un describe PV. T'en as qu'un seul, donc on va amplifier qu'un seul. PV. Voilà, et là tu vois où est-ce qu'il est. Donc là, si tu vas sur node 2,
copie copie ce truc-là, et là tu peux faire un ls là-dedans. Non, enfin oui, surtout, enfin, oui, voilà. Si je fais ça, il va me chier dessus, je pense. Ouais, c'est ça. J'aime bien mon route. Voilà, elle va dedans, là, dans celui-ci. Attends, plus question curiosité. Ok. Donc là, va dedans, dedans même, et tu verras que... Non, t'es peut-être pas faire un CD, t'es faire un ls. Vas-y, va dedans, on va faire un ls. Voilà. Et là, tu as les fichiers de l'application. Okay. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que par contre, ce disque-là, il est donc fait sort, revient dans l'API. Voilà, refais ton describe. Par contre, tu vois, il y a un node affinity. Ce que ça dit, c'est que ce PV-là ne peut tourner que sur ce node. Que sur ce node-là, ce qui est logique. On n'a pas redondé, redondé. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu peux très bien faire on est complètement lié là-dedans, mais en fait, vraiment ta donnée, ça, tu peux après mettre un rsync dessus. Donc en fait, tu as des logiciels. Donc en fait, ça va marcher. C'est juste que si tu perds la machine, bah forcément, là pour le coup, il n'y aura plus de redondance. On va pas aller sur node 1. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Pourquoi? Parce que le disque qui est attaché en dépendance, il est attaché seulement à un node. Du coup, si quelqu'un qui fait du cube aimerait avoir un stockage décentralisé, c'est quoi? C'est quoi? C'est du Ceph, du S3 Du NFS, du n'importe quoi, du stockage, du Ceph, du NetApp. C'est quoi le The Good To Go Bah, on fait beaucoup de Ceph quand on a une infra qu'on fait soi-même aujourd'hui. On a beaucoup de Ceph qui sont faits. Mais vraiment, Kubernetes se fout complètement de comment se fait. Du moment qu'on lui dit comment y accéder. Et du coup, comment Kubernetes il sait? Parce que là, c'est un paf de truc local, évidemment, mais est-ce qu'il a un flag qui dit ça c'est du local, ça c'est du réseau? Bah, en fait, ce qui alors. Enfin, c'est un type réseau et un type local, tu vois. Kubernetes, il n'en sait rien. Okay. Kubernetes, lui, il tourne sous Linux. Et en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il demande à un logiciel, dis-moi où est-ce qu'est le volume sur le disque. Ok. Donc, varlib, machin, enfin, dis-moi où est-ce que c'est, et je saurai le mettre dans le conteneur. Okay. Donc c'est le boulot de quelqu'un d'autre, de faire en sorte d'aller monter le bon disque, de le mettre au bon endroit, de faire toutes ces actions-là. En fait, toutes les actions manuelles que tu fais sur un ESX. Tu sais, sur un ESX, tu vas créer un disque, le disque, tu vas l'attacher à une VM, puis après, tu vas dans la VM, tu montes montes le volume, après ce volume-là, tu le mets pour le bon truc, etc. etc. Et ben en fait, tout ça, il y a un binaire, tous ces scripts bash que plein de monde ont créés, et ben en fait, il y a un logiciel qui le fait tout seul. Donc du coup, Cube, il en sait rien si c'est du S3, c'est un autre machin qui va connecter le S3 à ton Linux et Cube va manger... Voilà, du Ceph, du n'importe quoi. Okay. Kubernetes n'en sait rien. La seule chose que tu vas dire à Kubernetes, c'est est-ce que c'est quelque chose qui peut être lu et écrit à plusieurs endroits, ou est-ce que c'est sur une monomachine? C'est juste ça qu'il a besoin de savoir Kubernetes. Un NFS, par exemple, tu peux le monter à plusieurs endroits. Et lui, il est content. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir mettre le même pod sur plusieurs disques, il va monter le NFS, parce que tu lui as dit que c'était un read-write many. À la différence d'un read-write once, c'est-à-dire que c'est que sur un seul nœud. Voilà, c'est ça la différence qu'on va avoir. Ok. Donc, mais voilà, en fait, en gros, c'est juste ça. Mais Kubernetes, lui, derrière, après, tu vas le brancher à ce que tu veux en fonction de si tu as du Ceph, du NetApp et tout. Donc, en fait, la problématique souvent qu'on a et pourquoi Kubernetes c'est compliqué, c'est que Kubernetes repose sur l'infrastructure existante que tu as. C'est-à-dire que si tu n'as pas de load balancer as a service, si tu n'as pas de stockage as a service, si t'as pas de VM as a service, etc., et ben ouais, tu vas en chier. Pourquoi? Parce que Kubernetes, il fait rien d'autre que... Kubernetes, il magnifie toute l'installation que tu avais faite avant. Mais si ton infrastructure elle est nulle et que tu n'avais pas installé tous ces trucs qui existent depuis 15 ans, bah en effet, ça va être compliqué. Kubernetes donc va avoir une expérience... Tu vois, là, on n'a pas d'auto-scaling, on n'a rien. Mais potentiellement, en fait, là, on aurait pu... Donc, tu l'as montré tout à l'heure, tu es sur... les VM, elles sont sur XCPNG. Et bien en fait, demain, on peut créer un plugin pour XCPNG. C'est déjà en cours. Voilà, pour faire en sorte que... exactement, on en a parlé au CloudFest en mars. Pour faire en sorte que, justement, dès qu'il y a un pod en pending, automatiquement, il crée une nouvelle machine directement. L'avantage comme ça, c'est qu'en fait, une fois que tu as développé toutes ces petites choses, une fois que tu as toute l'infrastructure en dessous, et ben en fait, tu as une expérience cloud native complète, même sur ton nœud à bare metal. D'ailleurs, si tu veux, on peut jeter un œil, parce qu'en fait, je t'avoue que j'ai jamais regardé comment ça marchait. Mais en gros, t'as un truc, c'est dans. Si je me rappelle où c'est. Dans Recipe, t'as un truc qui s'appelle Kubernetes Cluster. Alors, toi, ça va te parler. Vas-y, attends, vas-y. Alors, où que j'ai un peu de place là-dedans. Donc, monitor, faut prendre celui-là. Donc là, il y a. Une 1.28, vas-y, prends la dernière 1.28. C'est la dernière Dernière, oui, cool. 1.28, c'est récent. Le surname YOLO YOLO cluster.
Très bien. Donc les workers, du coup, c'est pas le control plane, c'est C'est les nœuds justement voilà, qui vont. Donc là, tu mets 3 nœuds par exemple, 3 nœuds workers. Et là, le control plane, donc est-ce que tu veux qu'il soit. Tu vois, en fait, il te dit le fault tolerant. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que tu en veux 1, 3, etc. Là, par exemple, souvent on en met 3. Alors il faut voir que plus t'en mets, plus c'est lent. C'est Ok. parce qu'en fait, tu vas avoir en fait, une notion de quorum. En fait, tu vois, pour ça que c'est toujours des nombres impairs, c'est qu'il y a une notion de quorum. Donc si t'en mets 1, bah, tu es résilient à rien. Si t'en mets 2, tu es résilient à rien. Si t'en mets 3, tu es résilient à une faute. Si t'en mets 5, tu es résilient à 2 fautes parce que ton quorum est à 3, 2, etc., etc. Donc là, vas-y, là, par exemple, une tolérance, tu as le droit à un qui va chier. Statique, non, vas-y. SSH key, je pense qu'il va. Tu vois, mais t'as même pas besoin. Vas-y, viens, on met pas de SSH key. Vraiment. On teste comme ça. Ouais, t'es pas. Ah merde, non. Normalement, t'es pas obligé. Moi, par exemple, sur plein de nœuds, je sais pas comment m'y connecter. Pour ça, tu sais pas comment t'y connecter. Bah, je peux pas m'y connecter en fait. Moi, j'utilise que les API de Kubernetes pour consommer des services. Ok. Alors, un point pub. Ça, il me voit pas, donc si je me plante, c'est pas grave. De toute façon, t'as mis un mot de passe sur tes clés, bien sûr. Bah, bien sûr. Évidemment. Bon, on sait là. Ça, c'est. Voilà. Après, à l'autre bout du spectre, t'as les trucs où genre t'envoies ton code PHP et hop, YOLO, ça marche. Ouais. Mais en fait, des fois, ça c'est limitant. Là, en fait, t'es en l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en même temps, je peux consommer du CPU, mais je sais pas lequel c'est. Ouais. Je peux consommer des ressources, je peux avoir des runners qui tournent, alors même que je sais pas faire du systemd, mais je sais juste faire du YAML. Donc, mais en même temps, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire que je peux faire tourner du GitLab, je peux faire tourner ce que je veux. Hey, ça crash. Pourquoi ça crash? Bah, ça crash. De quoi, l'installation? Non, le stream a crash. Non, mais c'est revenu. C'est comme la dernière fois, tu sais, il crash, il redémarre. Mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi la dernière fois, ça crash 2 fois. Ah, mais tu vois, c'est revenu. Donc là, t'as ton truc qui est. Donc apparemment, ça a fini de déployer. YOLO control plane. Donc là, il a déployé déjà ton premier control plane. Donc c'est une machine avec 2 CPU qu'il a choisi. Ok, soit. Avec 2 Go de RAM. Il la spawn. Sous Debian, n'est-ce pas? Alors pourquoi justement ce débat Debian pas Debian, c'est qu'en gros dans un monde où tu vois on a juste besoin d'une API Kubernetes, il existe des machines où il y a, enfin des OS où il n'y a pas de SSH. Ça je t'ai dit tout à l'heure, je pouvais pas m'y connecter. Il y a même des machines où tu ne peux pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de moyen de s'y connecter. Pourquoi vous me dites brûle ma clé? C'est ma clé publique, hein, je m'en fous. Oui, là c'est la clé, hein, c'est la clé publique. C'est juste que tout à l'heure, il a failli mettre sa clé privée. Le 4 a été non, mais doigts. Vous pouvez rajouter votre clé à vos machines, hein, juste oubliez pas de me donner l'IP derrière, quoi. Enfin, mettez ça dans l'autorised key. En route. S'il vous plaît. Voilà. Donc, mais voilà, et c'est ça en fait le concept qui est derrière tout ça. Mais tu vois que en fait, on a les moyens aujourd'hui de pouvoir faire ça. Ouais. Donc après, il faut voir qu'en fait, la phase compliquée dans Kubernetes, c'est que Kubernetes est sécurisé par défaut. Ouais. C'est pas vraiment les logiciels qui sont compliqués à installer, parce que tu vois, t'installes containerd, c'est sudo apt-get containerd. Ouais. Faut que tu installes un kubelet, c'est sudo apt-get install kubelet. Le kubelet, donc l'agent qui tourne, l'API pareil, etc. Bref, tout ça c'est fait. Le problème, c'est que tout se lance avec un... tout marche avec un système de certificat. Ouais, ok. Et en fait, c'est ça qui est... Je sais pas si ça va revenir ce coup-ci. Pourquoi? Mais pourtant, la vie marche. Ouais, non, mais je sais pas, j'ai des coupures entre Twitch et moi et... Genre le réseau. Non, il marche très bien mon réseau. Non, mais j'ai pas l'impression que ça revienne par contre. Est-ce qu'on est toujours là? Je sais pas, regarde sur ton... Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Parce que moi, mon réseau il marche, c'est ça? Parce que je suis pas sous... Bah non, mais t'as le mode... Ok, c'est revenu. Non, mais en fait, je le truc sur le mobile et je vois plus du tout de stats. Donc je vais être en train de me dire, ça y est, ça a crash, c'est fini. Donc voilà, donc en gros, donc ce que je disais, c'est que tous les logiciels sont assez simples à installer, Kubernetes. Kubernetes, c'est le binaire, le binaire qui est la base de données, CD, l'API, le scheduler, celui qui place les nodes, et le truc qui gère un peu tout le reste, le contrôleur. Et après, il en faut... Donc ça c'est le control plane, c'est 4 binaires, le control plane. Et après, on a un binaire par node. Ok. Ça fait 5 binaires différents à installer. Voilà. Je pense que n'importe quel hop ça sait faire. Non, la phase compliquée, pour le coup, c'est que tout est fait par certificat.
C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, tout passe par gRPC qui est basé sur Ouais. HTTP2. Et donc pour le coup, ça veut dire qu'il faut que tu aies une autorité racine. En fait, en gros, c'est que tout se fasse par autorité. Donc ouais, c'est-à-dire que tu dois générer des certificats, pousser Ouais. des certificats, Ah, mais machin, là, etc. là j'aurais pas besoin, il l'a fait tout seul comme un grand. Il l'a fait tout seul. Mais il l'a fait. Oui. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que si jamais tu dois demain installer un cube à la main, et vraiment the hard way, il y a un comment ça s'appelle Oui, ça existe. Il y a un le cube template. ouais. Cube the hard way qui est fait par Kelsey Hightower. Et ben en fait, la plupart du temps, tu vas bouffer du OpenSSL. Cool. Voilà. C'est genre, si Genre, t'as envie de... OpenSSL générer certificat. Exactement. C'est ça, ouais. genre... Il y en a qui disent qu'ils l'ont fait, plus jamais. En effet, c'est un enfer. Mais même voir des gens le faire, c'est un enfer. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment ignoble à faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, par contre, c'est ultra facilement automatisable. Ok. C'est pour ça que là, bah, là, il va le faire. Ouais. Et il y a surtout une commande qui existe. Donc, tiens, vas-y, reviens dans ta petite commande perso. Enfin, là, ici. Donc là, on va le laisser. Et ben en fait, tu as une commande qui s'appelle CubeADM. Ah oui, tu mets CubeADM, mais je sais pas. Et tu ne dois pas l'avoir. Et il faut l'installer, c'est toujours comme d'hab, une commande... Avec Anoa qui l'avait fait en live. Ah non mais... j'imagine. Genre Alors là par contre t'es sur une sympa Debian et en fait il va te spawner les... C'est pas grave, tu pourras le désactiver. Bon voilà. Qu'est-ce que j'ai fait CubeADM, non mais CubeADM en fait, le packaging de Debian est complètement fucked up, ce qui fait que quand tu installes CubeADM, il t'installe le kubelet, etc. Alors que toi, nous on voulait juste que la command line CubeADM. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas grave. Donc CubeADM, juste pour montrer, c'est en fait la command line qui permet de simplifier un peu tout, c'est une command line officielle, qui permet d'installer Cube. À la limite entre K3S et The Hard Way, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué, mais c'est pas non plus très compliqué. Ok. Donc ce que tu vas avoir, par exemple, tu as une commande init. Tiens, fais commande init, mais moins help. CubeADM init, moins help. Init, moins help. Non, pas moins init. Init, moins help. Oula. Ouais, fais un less dessus. Il y a beaucoup d'options. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un pré-flight. Ça veut dire que ça va générer des certificats. Toi, this command dit. Ouais. Et en fait, en gros, elle va tout faire. Elle va générer un control plane directement sur ta machine. Ok. On va pouvoir essayer de l'installer sur l'autre. Et après, tu vas générer un token. Et en fait, donc CubeADM token. Bah, ce qu'on a fait tout à l'heure avec Exactement pareil. Ouais. Exactement pareil. C'est juste que là, CubeADM, c'est entre guillemets la façon la plus standardisée. Mais en fait, c'est exactement pareil. Ouais. Et après, bien sûr, vous pouvez le faire avec du Ansible. Je me souviens jamais du nom et à chaque fois les gens dans le chat le disent. Vas-y, on revient là-dedans. Mais en gros, tu peux très bien l'exécuter avec du Ansible. On avait déjà regardé. Oui, on l'avait déjà vu. Ouais, tu vois, on avait déjà cherché d'infos. Alors, non, mais il y a déjà un truc tout intégré. Il s'appelle pas CubeSpray. C'est pas FlySpray, c'est CubeSpray. CubeSpray. Et en effet, il y avait Keops pendant un temps, mais vas-y, CubeSpray, vas-y, va dessus pour montrer un peu comment c'est. Ah, j'ai pas vu mon truc. CubeSpray. Et donc lui, en fait, ce que c'est en vrai de vrai, CubeSpray, c'est que c'est un Ansible qui va exécuter CubeADM sur... En fait, il va installer CubeADM, il va exécuter CubeADM init, Ok. et dès qu'il a fini, il copie le token, et après, il va faire des CubeADM join sur les partout, autres ouais. machines. Ok. En fait, c'est un wrapper par-dessus CubeADM. Donc t'as ton playbook, enfin ton host inventory et il fait tout seul comme un grand. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est cool en vrai. Enfin, c'est un petit C'est- peu quoi, c'est- mais... ouais, voilà. Et, ouais, c'est cool. et en fait, vraiment, c'est une collection par-dessus ça. Donc vraiment, si jamais vous êtes fan d'Ansible, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez en faire. Et ça marche vraiment partout. C'est vraiment pas quelque chose qui est si différent de tout le reste. Il y a quelqu'un qui dit on utilise pour un cluster prod, c'est tellement long et pas exemple de plantage des fois. Complètement. C'est pour ça que j'aime pas du tout. Et Sans expérience, pour le coup. non, mais on avait ça. Enfin, après, il faut faire attention. Mon merdier. Exactement. En fait, je serais presque plus pour le faire, c'est-à-dire faire un AB, un déploiement en AB, Ouais. donc cluster A, cluster B, et en fait de se dire voilà, je teste la nouvelle version sur le cluster B, et en fait après je migre mes applications. Alors après c'est pas toujours simple à faire, clairement, c'est même un enfer à faire, mais des fois c'est plus simple que de mettre à jour un cluster. Ça dépend beaucoup de la résilience que tu as à faire, et des fois sinon il faut le faire à la main. Et ça dépend, enfin vraiment pas de chose. Mais sinon, il y a d'autres façons d'installer. Et donc là, on était tout à l'heure dans K3S, mais il y a RKE2.
Ah oui, tu m'avais parlé. RKE2. 2. Ouais, Qui en fait fait par Rancher et qui permet de déployer. Donc en fait, c'est ça. D'ailleurs, je crois que RKE2 il peut déployer du K3S. Ok. Je n'ai jamais souvenir. Mais en fait, c'est un gros binaire qui te fait tout et qui te fait les installations, etc. Donc, fait installation, par exemple, on va essayer. Comme ça. Ah oui. Installation. Quick start. Donc on va y aller en mode quick start. Bah, tu vois, t'as un curl get. Ouais, c'est un peu le même principe quoi. Mais j'ai vu que c'était du ranchers, donc c'est vraiment du rancher. En fait, non, c'est ce qui. C'est ça. Alors, Rancher, c'est ça le problème, c'est qu'à la base, c'était une interface devant Kubernetes. Ouais, ok. Mais ça, c'est ce que utilise Rancher quand il déploie un Kubernetes. Ok. C'est le truc du dessous. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à un. Bah, à ce qu'on a fait quoi. Voilà. Et du coup, c'est à quoi de plus, c'est à quoi de moins, c'est quoi le. Et ben en fait, là, pour le coup, tu vas être beaucoup plus natif. C'est-à-dire que t'es pas du K3S. Ok. C'est tous les composants, tu vois, il te fait du système D, il te fait du machin, etc. Il est un peu plus natif pour faire ça. Mais voilà, ça va dépendre en fait quand tu veux pas avoir. Le truc de K3S, c'est pas si t'as vu, mais il vient avec Traefik, il vient avec tout ça. Il vient avec la ribambelle, quoi. Donc c'est super bien quand tu veux avoir un truc qui marche vite. Pour le coup, RKE2, c'est genre Kubernetes Vanilla. Ouais. Tu vas avoir un Kubernetes Vanilla. Ça marche sur Windows, comme tu peux voir. Ouais, je vois ça, ça me fait rire. Donc voilà, donc ça permet de. Bon. Remember quand Rancher faisait du Docker Swarm, bah, ils ont même fait pire que ça, c'est que dans la version 1 de Rancher, ils avaient leur propre scheduler. Ils avaient leur scheduler qui s'appelait, je me souviens plus, mais c'est Ranch et c'est. En fait, ils avaient tout un truc autour du concept de CAD versus Co versus Cattle. Et donc c'était leur. Je me souviens plus. Mais en gros, il y a une grosse réécriture. Rancher 1, ils avaient leur propre scheduler, leur propre orchestrateur, leur tout à eux. Et Rancher 2, ils ont fait vas-y, bah, en fait, on va devenir une interface par-dessus Kubernetes. Ok, bah je pense que là ça peut Là, ton cluster il est bon, non? Bah j'ai qu'un control plane pour le coup. Pas de ce que j'ai vu. Ou alors c'est que. Et comment tu fais pour y accéder? Tu peux pas, je sais pas. C'est pas ta recette elle te dit pas comment y accéder? Si, mais. Ah shit. Vu que j'ai mis ma clé SSH, normalement j'ai juste à prendre l'IP qui est là. Non, mais sinon, je pense qu'ils t'ont. Ah oui? Vas-y. Alors je sais pas c'est quoi l'user d'ailleurs. Ah, mais je suis en route. Pardon. Non, en plus, c'est pas sur la bonne machine. Si, mais je suis en route. SSH, je sais pas c'est quoi l'user. J'ai jamais testé, hein, donc est-ce qu'il va me dire quelque part par hasard? Non, mais normalement, tu devrais pas. Ta recipe, elle te donne pas des informations quand tu retournes dans ta recipe? C'est un truc que j'ai jamais testé qui est encore en bêta, donc je t'avoue que j'ai. C'était dans Hub. Hub, ouais, c'était Hub, recipe. Il est encore en train de créer. Et je pense que là-dedans, après, il te donnera des informations. Ouais, une fois qu'il a tout fini. Une fois qu'il a tout fini, je pense qu'ils arriveront à sortir des informations. Bah, mais en gros, voilà. C'est en tout cas la façon de faire. Donc là, on l'a fait en K3S, donc on a vraiment fait la version facile. Mais on aurait pu être en RKE2 ou on aurait pu même faire du KubeADM. Tiens, bah, essaye d'aller sur le Node 3 et fais un KubeADM init. On va faire la version The Hard Way. Donc alors, va dans... t'es chaud. Installe KubeADM, vas-y, teste. Bah... Vas-y, je fais ça sinon. Mais non, sinon en fait ils ont un... Ouais, c'est ça. Tu te souviens, il y a une documentation avec ils ont fait un repository Debian. Exact. Vous avez Kubernetes, apt Debian. Alors, c'est les KubeADM, le premier. Oui, tout en haut. Reviens. Bah, c'est la même chose. Reviens, gamin. Oui, c'est... KubeADM. Ça, je m'en fous. Désolé, vous voyez pas, mais on est juste sur la doc de Kubernetes. Ouais, y'a rien de vous rater. Peut-être ça. Ah, mais en plus, le truc marche pas. Ça doit être ça. C'est ça. T'as même le hold pour pas que tu le mettes à jour du tout. Ça sert à rien de mettre à jour. Pardon, c'est une troisième machine. C'est quoi la manière de prod d'installer les control planes et les nœuds de travail? Bah ça dépend, vraiment ça dépend de là où vous êtes le plus confiant dans votre capacité à le connaître et à les mettre à jour, etc. Il y en a certains qui utilisent vraiment du KubeADM là. Xenial is not signed parce que t'as pas la public key. Pourquoi il me parle de Xenial? Reviens dans ton
Parce que t'as pas cliqué sur... Parce que t'as cliqué sur HyperOS. Hein. Ah non, Debian, ouais. Bah non, Debian. Bon bref, vas-y, réponds à la question. Je gère. Alors oui, donc soit avec du CubeADM à la main, ça peut se faire, soit il y en a plein, du RKE2, ça peut se faire vraiment en prod avec, hein, ça dépend beaucoup de la criticité. Il y en a qui utilisent de la Cluster API aussi. Je vois que Flint t'en a pas parlé, mais on peut faire avec de la Cluster API. Mais ça c'est pas grave, c'est du Xenial, hein, c'est pas... Et après, en autre chose de prod ready, moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est fait par SAP, mais c'est open source, c'est Gardener. Et c'est plutôt cool Gardener, on va vous le montrer juste après. Oui, parce que en fait ton truc il est... Vas-y, reviens dans la documentation. Parce qu'en fait, oui, mais ici là il t'a pas mis la... Enfin la publiquée en fait il l'a fait avec un sudo add. Oui, mais en fait t'as une trop récente version et donc t'as plus le droit de faire tu vois la ligne du curl. Ouais. La curl qui va le publier. Et ben non, t'as pas le droit. Ah, fais chier. Non, en plus je suis en 12 stable, je suis pas... Ah bah alors c'est l'inverse, enfin il y a un truc avec non, les... je suis en stable là sur les... Vas-y, reviens donc sur ton curl. GPG error, publié not available, donc c'est plus publié. Cette ligne là, tu vois, GNU est pas... Bien ouais. GNU PG. Non, GNU... Je sais pas écrire tout ça. Oui, GNU PG. J'ai écrit quoi? Voilà, t'avais une GP. Ah, oui. Mais ouais, après je vais vous montrer Gardener qui a une façon en fait un peu encore plus intermédiaire de le faire. Vas-y. Ah, cliquer, tu vois. Ah, ça va passer. Tu vois, ça passe. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc Xenial là, on s'en fiche, hein. C'est des binaires. Faut voir que Kubernetes c'est fait en Go pour la plupart. Que le Go c'est des binaires qui sont autosuffisants, donc en fait le packaging Debian il est dépendant de rien. Ouais. Donc en fait c'est un deb dans lequel il y a un binaire, 3 fichiers de conf, donc que ce soit de l'Ubuntu, du Debian ou whatever. Non, on s'en fout. Ouais. C'est vraiment pas du tout. Donc là voilà, tu peux faire kubadm init. J'ai fait tab par réflexe. Voilà. Et donc là il te dit que tu as un problème parce que tes NF tables sont pas bons, donc reviens dans la doc de tout à l'heure. Ah oui, t'as skip la moitié de la doc. Moi, je voulais installer. Voilà ça. Hop là, vas-y, exécute ça. Hop là. Alors là ça vient de la doc, hein. On n'a rien inventé. Vas-y, init. Ah. Oui. Containerd marche pas. Donc en gros là tu fais tu as le transport. Donc là il te dit qu'il n'arrive pas à parler au socket containerd. Fais systemctl start containerd. Il est pas installé. Ah bah installe-le. Ah, je pensais qu'il l'installait tout seul avec le Bah... C'est con. C'est vraiment le... Il te donne même pas les trucs pré-packagés. Non, c'est genre... C'est presque the hard way. Vas-y, QBDM init. Bon, t'as quand même toujours ton problème. Ah, t'as le swap qui est enable. Kubernetes, il aime pas le swap. Ah ouais? Ouais. Alors, non. Swap off, c'était pas quoi? Si, c'est comme ça. Ah, c'est swap off moins, pardon. C'est un warning? Ouais, mais on va voir. Oui, c'était vraiment un warning. Proc does not exist. C'est pas ce qu'on vient de mettre là? Are not set to 1. Bah, celui de avant. Non, attends, y'a pas tout. Bah oui, non, IP forward est pas activé. IP forward est pas activé. Est-ce que c'est dans la doc? Ouais, bah, mets l'IP forward. C'est pas dans la doc. C'est pas dans la doc. Attends, peut-être qu'ils le mettent après. Bon, mets-le. Bref, voilà, vous comprenez pourquoi c'est un peu the hardware. Vas-y, systemctl, machin. Non. sysctl. Sysctl, putain, je me rappelle plus. Voilà, et après tu mets le truc. Proc. Non, ça marche pas. C'est pas bon à faire ça. C'est sysctl 6.net, machin. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce truc. Moi non plus. Bon. si, on a reload, mais.
Ouais, c'est moi qui prends la main. Touc, touc. C'est quoi? C'est net. Ah, net. Je sais pas quoi. C'est quoi déjà? Net.ipv4. Ah, joli. Ah. Laisse-moi. Non, je le rends en premier. Ah, je l'ai eu. Moi avec mes gros doigts j'ai mis un tab. Bon voilà, vas-y relance pour voir. Attends, mais je crois qu'il y avait un autre truc. Proxy oui, mais State l'autre il l'a pas Bridge. trouvé. Does not exist. Vas-y, essaye de relancer. Et c'est le. C'est pas le compatible machin. Et c'est ça. Mais... Proxy, gna gna. Bah, on peut faire un moins et Nord Prefight. Hein. Ouais, vas-y, Nord Prefight, YOLO. Pourquoi il me met égal machin? Bah, pour dire lequel tu veux. C'est comment Error ça, que file content. Ouais, vas-y. Enfin, ça, ouais. je mets quoi? Enfin, vas-y, entrée. J'en sais rien non plus. Ouais, tu vois, c'est passé. Ok. Donc là, par exemple, tu vois, là, ce qu'il te dit, c'est que potentiellement, si jamais tu as besoin de faire en sorte sur ta VM, tu peux mettre kubadm à l'avant sur ta VM, faire un kubadm config image pool, comme ça, ta VM, quand tu fais son image, elle a déjà toutes les... quand tu fais ton image de machine virtuelle, elle a déjà tout ce qu'il faut pour démarrer vite. Oui, je peux faire une template avec tout préfet, et après c'est juste en mode existant, kubadm config image pool, comme ça, en fait, il a déjà préloadé tout ce qu'il faut pour aller vite. Ok. C'est un truc assez cool. Bon, ça fait que ton image de VM est plus grosse, mais qu'il y a tout dedans. Ok. Donc du coup, tu peux avoir des templates de VM que tu déploies et lui il fait juste un join. C'est ça. Et après, en fait, tu vas faire un init, un join. C'est le slave qui join ou c'est le master qui demande alors le worker qui join le control plane. Ok. En fait, en gros, tu mets un token de Bootstrap. Ouais. Donc après, le Kubernetes, il a un système en fait où le kubelet, il va rejoindre le cluster avec ce token. Donc il va arriver en disant, je suis machin avec tel token. Donc j'ai des droits par rapport à ça. Donc là tu vois, là on voit, désolé je digresse, mais là tu vois on voit qu'il fait les certificats. Les certificats pour connecter à l'ETCD, les certificats pour connecter entre tout le monde, etc. Là il start le kubelet. Voilà. Donc là en fait on aura un nœud control plane dès le début. Et quoi d'autre? Oui, donc je te disais que je sais plus ce que je te disais. Comment rejoindre un... Oui, voilà, et en fait, en gros, il rejoint, et après, il va récupérer des infos à ce moment-là. Donc là, par exemple, là, tu vois, qui t'a donné une jolie commande donc line. je spawn une VM, je lui dis lance cette commande et il se démerde. Bah, prends-la sur ton nœud, tiens, vas-y. Tu veux casser ton PC? Vas-y, casse mon PC. Si ça recrache, c'est ta faute. Hein. Vas-y. Ok. Et là, ici, tac. Vas-y, entrée. Route. Fais YOLO de tout à l'heure. Ah non, mais t'as pas containerd. APT, et il y a du swap. Alors, le swap. Non, le swap, c'est du warning. En plus, dans pas longtemps, ça sera gel. Ouais. Parce qu'en fait, le swap, le problème, c'est que tu sais jamais comment l'attribuer. T'as pas foutu la merde avec Docker? Non, au pire, je dirais tout. Non, c'est un autre socket. Ok. Ah, will be removed. Mais si, mais en fait, tu l'avais déjà. Si, oui, là, t'avais containerd.io. Bon, c'est pas grave. Oui, bien sûr. YOLO. Voilà. Si ça recrache, c'est sa faute. Hein. Non, en gros, et du coup, Et donc là, ton node, là, ton PC de bureau, va rejoindre le cluster. Donc là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va... Donc là, tu vois, il fait un TLS Bootstrap. Donc en fait, il s'est connecté, il a envoyé le token, et il va récupérer tous les certificats. Et en fait, là, tout le join va être automagique dessus. Donc mon PC fait tourner des cubes, ça y est. Dans pas longtemps, ouais. Cool. il fait un worker dessus, donc en fait... Ça fait 5 minutes que je suis là, j'ai déjà appris 2 choses abusées. Eh bah, on est là pour ça. Hein. Il y aura l'épisode 3, il y aura l'épisode 4. Ouais. Mais c'est marrant d'ailleurs sur ce swap, c'est que... Donc là, il attend que ton kubelet soit OK. Donc là, pour l'instant, il est unhealthy. Mais voilà, il va faire des... Donc si tu veux voir en direct ce qui se passe, d'ailleurs, il t'a donné l'équivalent, le curl là. Il t'a pas donné un truc à un moment? Il y a le curl qui est là. Non, bah non, laisse-le. Bah tiens, ouvre un nouvel onglet. Vas-y, regarde. C'est pas grave. Hop. Donc regarde tes unités systemd par exemple. Donc fais un journal ctl-fu. Je tourne en route. Journal ctl-fu.
Non, F pour follow, U pour l'unit. Attaché, parce que sinon tu mets FU. Ah oui, Et après le nom de l'unit, kubelet. Kubelet. Voilà. Donc là, on peut voir que il tourne pas parce que. Parce qu'il y a le swap. Il aime vraiment pas le swap en fait. Non, c'est que t'as ces groupes qui sont pas. Non, ah non, les Ah ouais, fail. Vas-y, le swap. Ouais, bah disable ton swap. Bah, Swap off. normalement. Non, mais c'est bon, t'as largement assez de mémoire. Ça devrait le faire. Voilà, vas-y. Donc là, refais ton journal. Et là, ça devrait bien se passer quoi. Bah, j'espère. Attends, j'ai plus les stats. Ouais, d'accord, ça carrément quoi. Command fail, kubelet unable to load bootstrap parce que. Il trouve pas. Client rotation is on. T'as vraiment envie de débugger ça maintenant. Voilà, là on est dans la moitié du hardware, c'est-à-dire que les 3 quarts du temps ça marche jamais. Vas-y, reviens dans l'autre d'ailleurs. Lui là. Ah, mais parce que lui s'était arrêté. Oh, putain, refais-le. Bah oui, mais maintenant il veut plus parce qu'il y a déjà trop de trucs. Donc maintenant faut tout supprimer. Fais un RM-RF. Oh non, maintenant ça devient un casse-couille. À partir de là, quand ça s'est foiré une fois, c'est pour ça qu'on fait ça sur des VM. Parce qu'après tu traches la VM et tu recommences à zéro. C'est un enfer, là-dedans. Parce que lui, en fait, il aurait dû continuer sa configuration. On nous dit un cube. Tu vas des reset, c'est vrai? Ah putain, c'est vrai? Sérieux, ils ont fait ça? Vas-y, YOLO, vas-y. Ah, en vrai? Vas-y, essaye. Oh, attends, ils ont dit de faire des choses, non? Non, ça a l'air de marcher. The node adjoins the cluster. En vrai? Non, mais lui, là, c'est en local. Va par contre sur le node, sur l'autre node. Attends, parce que... Mon mien, là. attends, voilà, on the control plane. Donc va sur le control plane, reviens sur le control plane de tout à l'heure. Node 3. T'es en route. Pardon. Ce moment de stress en mode what? C'est un peu ça, ouais. Donc, Et là, non mais attends, parce que là, ouais, mais attends, parce qu'il nous a mis, donc là il faut que tu exportes le cube config, remonte dans ta... Ouais, mais non, on peut pas remonter parce qu'on sait pas comment remonter. Fais CTRL échappe, c'est pas CTRL échappe pour... Il y a des gens qui savent dans Tmux comment on fait déjà pour revenir dans l'historique, pour passer en mode historique. Pas pour remonter le... Ah, c'est pas ça. Oui. Chaque fois je me plante. Non, contrôleur c'est pour l'historique. Non, c'est vraiment remonter comme tu aurais un... avec ton scroll, comme tu ferais. CTRL B, c'est pas CTRL B. CTRL B, page up. Voilà, j'ai réussi, Yeah, CTRL B, j'y étais aussi. Merci. Donc tu cherchais quoi? Il y a un moment en fait, il nous a dit ce qu'il fallait faire. C'est plus bas, je pense. Hein. Ouais, c'est plus bas en effet. Un peu. Encore un peu. Ici. Voilà, ici il nous a dit voilà, export cube config. Là, tu vois, il y a un export cube config et après tu peux faire ce que tu veux. Export cube config. Alors, est-ce que je peux le copier? Ouais, tu peux copier. Ouais. Voilà. J'aurais appris le CTRL V pour coup. Voilà, et alors après, comment on sort? Voilà, c'est bon. CTRL C. Voilà, et maintenant tu peux avec kubectl get node. Ou pas. On t'a dit c'était The Hard Way. Cluster, alors... je sais pas pourquoi il marche pas. T'as vraiment envie de débugger ça maintenant? Non, fais un cluster info. Normalement il y a une commande, cluster-info. Est-ce qu'on l'a? Non, bah il répond pas. L'API il répond pas. Est-ce que c'est pas parce que t'as mis des... Des quoi? C'est bizarre pourtant, parce que... Attends, fais un 4 sur ETC Kubernetes admin. Bah non, pourtant c'est bien. Bah oui. Bon, il faudra débugger. Mais en gros, ça fait des trucs comme ça. Mais voilà. Pour vous montrer à quel point c'est quand même un peu chiant de faire ce genre de choses, mais ça se fait. C'est pour ça qu'on a RKE2 qui le fait automagiquement. C'est pour ça qu'on a... Alors RKE2 même, il a un truc où il est capable de faire du GitOps opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées un fichier où il y a les nodes de tes machines. Ouais. Et en fait, tu vas appliquer RKE2, en fait, c'est une sorte de Terraform, quoi, on va dire. Ouais, et il va appliquer. Et si jamais tu rajoutes un node, il le rajoute. Si tu en enlèves un, il l'enlève. Ouais. Si tu... alors l'enlever, je suis pas sûr. Je suis peut-être un peu avancé. Mais voilà, il est capable, en fait, de faire cette réconciliation-là. Ou même, d'ailleurs, je crois qu'il est capable de faire l'upgrade. Donc si jamais tu mets un 27 à 1-28, je sais pas comment il fait l'upgrade. Mais en gros, il est capable de faire l'upgrade des nœuds, je crois, à mes souvenirs, de le faire. Et c'est pour ça que c'est à la base de pas mal de choses. Et juste, tiens, pour montrer un truc encore plus brainfuck aux gens,
sur Firefox, et là on finira avec ça. Gardener. Bah, s'il y a des questions, peut-être qu'on finira avec ça. Ouais, on finira avec les questions, mais Gardener. Ah oui, Gardener. C'est le truc. Voilà, Kubernetes. Ouais. Parce que Gardener, il y en a un peu. Voilà, Kubernetes. Clique dessus. Donc c'est quelque chose qui est utilisé en interne par SAP, et en fait c'est un Kubernetes as a service en interne. Donc ce que ça va faire, donc là donc ils ont un système de Gardener, de Gardenet et après les nodes. Donc en gros ce que tu vas faire, c'est que l'équipe d'Ops, elle se fait son petit cluster Kubernetes, elle installe Gardener dessus. Donc ça c'est donc elle installe Gardener, et en fait ce que ça va faire, c'est que sur ce Kubernetes là on va installer plein de control plane. Tu vois, si jamais Kubernetes, Kubernetes, quoi. Voilà, en fait c'est ici, toi tu as un Kubernetes que tu manages dans lequel tu mets plein de control plane. Et ce control plane là, donc en fait ça c'en est un, tu vas pouvoir après faire rejoindre des nodes dessus. Et donc comme ça en fait quasiment OVH aurait pu utiliser Gardener, tu vois, en interne. Un cube qui manage des cubes, quoi. Un cube qui manage des cubes, en fait, c'est ça le sens qu'il y a derrière. Donc ça c'est la version ultra bien intégrée. Donc l'avantage en plus avec ça, c'est que tu peux le lier, donc si tu as un ESX ça marche ultra bien. C'est pas Tenzu Oui, bah, tu peux faire aussi du Tenzu, mais tu as ça. Mais tu as de l'OpenStack, de l'Equinix Metal, du Metal, voilà, etc. Et donc l'avantage en fait surtout, c'est que là c'est toi qui maîtrises, donc c'est toi qui as l'accès au control plane. Donc même il y a des gens qui l'utilisent pour Azure. Donc en gros, si jamais t'as pas confiance dans le Kubernetes qu'on te propose, tu peux déployer ça avec. Ça c'est cool. Kubernetes c'est pas mal aussi en effet. Alors, tiens, on va faire le tour de tout. Attends, Vas-y, Kubernetes, puisque sa souris est affreuse. Très bien la souris. Non, j'ai un peu trop de sensibilité. Oui, un peu trop de sensibilité, oui. Kubernetes. Kubernetes, comme ça. Voilà. J'avais jamais vu beaucoup. Oh, il y en a plein, donc ça c'est des choses qui sont arrivées. Non, je veux pas que tu prennes des cookies. Et donc, là pour le coup, celui-ci je le connais un peu moins, mais ça va être toujours dans l'idée de déployer, les Kubernetes. Tu as une équipe interne produit dont son but c'est de faire du Kubernetes as a service et qui va être déployé. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, donc si tu fais GitHub qui est Guillaume Kinky, est-ce que ça va. Guillaume. Ouais, Guillaume, j'ai eu L-H-E-M, Kinky. Y. Ouais, Y. Voilà, tu peux aller dedans. Cube, ouais. Et donc, ça, c'est un vieux projet que j'ai. Si tu vois la date, 2018, mais ça date même d'avant. Et donc, en gros, c'était ça l'idée. C'était de se dire, je fais un opérateur de Kubernetes. Donc, en gros, j'ai un objet de type cluster Kubernetes. Et en fait, ça va me spawner donc, les 4 composants dont on a parlé tout à l'heure. La base de données, l'API, le scheduler et le controller manager. Ça dans un Kubernetes. Et en fait après l'API va rejoindre. Donc en fait exactement pareil qu'on avait donc en fait même si on voulait empiler les stacks, on pourrait avoir un bar metal qui spawn un Kubernetes, qui spawn un OpenStack, qui spawn une VM, qui spawn un Kubernetes. Tu peux vraiment y aller. Et en fait, mais à chaque fois en fait en vrai c'est pas vraiment des stacks qui s'empilent, c'est juste des control planes qui parlent à un worker, qui spawn un control plane, qui spawn une API. Et ils sont pas en hiérarchie, ils sont plutôt en horizontal. Voilà, et en fait c'est pour ça qu'on n'a pas moins de performance, on a tout autant de performance qu'avant. C'est pas parce qu'on met des couches dans des couches qu'on est moins rapide, au contraire. Voilà. Ok, time to question. Je sais pas si t'as vu dans le chat. Il y avait on nous a heureusement aidé avec le Kubernetes Reset qui. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors c'est un produit libre d'usage, j'imagine que c'était pour Alors tous ceux qu'on a présentés sont libres. Kubernetes, j'ai un peu de doute dessus parce que je connais moins, donc j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est plus ça. Vas-y, on clique sur Kubernetes en fait. Celui-ci, j'ai plus de doutes vu la gueule du site, ça ressemble à un truc commercial, mais s'il te plaît. ouais, donc c'est juste. Attends, cool vendeur. Cool vendeur, ouais, cool. Et donc Kubernetes, j'ai un peu plus de doutes là-dessus, mais des fois, vaut mieux prendre quelqu'un si jamais vous en avez besoin. Gartner, t'avais dit c'était SAP, c'est ça? Non, mais Gartner, c'est le truc. Ça, c'est un truc. Gardener, Gardener, oui, c'est SAP, mais c'est SAP. Non, non. Non, mais non, c'est. Gardener, c'est. Mais en fait, tu le vois quasiment pas. Descend tout en bas. Je crois que même ça rejoint le CNCF, mais je suis pas sûr à 100%. Gartner Project, ouais, va voir sur GitHub. Mais on le voit pas trop, mais en fait, en vrai, derrière, quand tu parles aux gens, c'est ça l'avantage. Alors, on m'a dit c'était open source, mais
Kubernetes. Mais ça, oui, ça c'était SAP Cloud qui le gérait parce qu'en fait ils en avaient besoin en interne et bah, ils s'en foutaient donc ils l'ont open sourcé là-dedans. Et donc ça va utiliser la Cluster API, Cluster API étant le truc qui va justement gérer les nodes. Enfin bref, on pourrait aller plus dans le détail par rapport à ça, mais voilà un peu le... Ok. S'il y a des questions, c'est le moment, sinon bah, on va t'es là, préparer l'épisode 3. Ouais, voilà, alors l'épisode 3, n'hésitez pas même à nous dire ce que vous aimeriez voir dans l'épisode 3. En vrai, j'ai posé la question sur Twitter, je pense, qu'est-ce que les gens veulent voir en particulier sur Cube, si on peut-être faire une spéciale Cilium, parce que moi j'apprécie beaucoup, même si... Ouais, bah pour du réseau, on pourrait très bien te montrer même quels sont les différents réseaux qui existent, comment on les fait, historiquement. Moi je ferais bien un coup de Cilium sur un truc, tu sais, mais il faudrait que tu aies vu quand même Flanel et tout ce qu'on fait, les autres types de réseaux. Ouais, mais t'as dit que c'était pas bien. Bah, moi j'aime bien Flanel. Il y en a qui aiment pas, mais c'est voilà. Et une question à propos de K9S en tant que CLI. Moi je connais beaucoup qui l'utilisent K9S en CLI. J'avoue que personnellement, j'utilise que KubeADM. Je suis très vanilla dans le sens où j'ai pas d'alias, j'ai pas de trucs comme ça. Et en fait j'utilise la plupart du temps les outils les plus genre bruts de décoffrage. La seule chose que j'ai, c'est que j'utilise Fish. Bah alors attends, j'ai fait de la merde. Il est pas en move-up? Bah non, mais j'ai dû rouger les trucs tout à l'heure. Non, mais il marche juste pas, je pense. Bon, bah, rip le chat. Rip le chat, donc on vous voit à côté, nous, mais ça sera pas intégré dans la vidéo. C'est ça. Mais ouais, moi j'utilise pas K9S, mais moi je trouve ça cool. Enfin, en fait, n'importe quelle façon d'accéder à Kubernetes, comme c'est via l'API de Kubernetes, oui. Bah ça marche. C'est une API, du moment que tu viens pas en dessous tout casser en tapant dans les choses en dessous, ça. Bah ça marche. Enfin, ça me va très bien. L'avantage c'est qu'en fait, comme on parle une API commune, bah à la fin, que tu les fais via du K9S, que tu les fais via du KubeADM, que tu les fais via du Helm, etc. Bah à la fin ça marche. C'est ça l'intérêt en fait, le gros intérêt. Surtout c'est la même chose en fait, c'est l'API. L'API est pareil que tu utilises quand tu utilises n'importe quoi finalement. Exactement. Il n'y a pas point d'entrée. Il n'y a pas quelqu'un qui a des droits en plus. Oui, c'est ça. Ça n'existe pas. Même d'ailleurs, il y a des gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des schedulers. Tu vois le scheduler dont on a parlé tout à l'heure, bah, il y en a qui l'ont implémenté en Go. Ok. Ah, en Go, pas en Go, c'est un Go en Bash. D'ailleurs, si tu vas, mais d'ailleurs, il est sur la documentation officielle de, il est sur de Cube, ouais. Il y a un scheduler en Bash dans la documentation officielle de Cube. Si je mets Bash. Ouais. Mais scheduler Bash. Scheduler Bash. Et Kubernetes. Bash scheduler, ouais. Mais il y en a un, même revient normalement dans la référence de Cube scheduler. Là clique sur lui. Attends, là tu montres pas à l'écran. Merde. Pardon. Pour les gens. Vas-y, clique sur celui-ci, ouais. Très bien, là-dessus. Et si tu vas tout en bas, à mes souvenirs. Alors avant, il y avait un scheduler en bash, juste pour dire comment. Assigning pod to none, voilà, c'est lui. Descend. Non, il n'y avait pas. Bon, avant, il y avait un scheduler en bash. Non, c'est les opérateurs. Non, mais voilà, mais il y a un moment, il y avait un scheduler. Il y avait un scheduler en bash. Et ça marche, et tu peux le faire. Ce serait quoi le meilleur OS pour K3S? N'importe quoi en fait, ça marche bien ça marche. En fait c'est un binaire qui intègre toutes ses dépendances, donc en fait le meilleur pour vous, avec un kernel pas trop vieux, parce qu'en fait la plupart du temps le problème c'est voilà, c'est juste pas un kernel trop vieux. Moi après personnellement j'aime les OS qui sont immutables, parce qu'en fait je veux faire en sorte que quand ça marche, pas avoir les problèmes de ce qu'on a eu de ah bah merde j'ai oublié cœur, là bah non, j'ai envie d'avoir un truc, si ça marche, ça marche. Mais même quasiment un Debian en read-only, enfin tu sais, un truc très opinionated, Arch limite en vrai. Ouais, ça marchera. Après tu peux montrer des trucs un peu drôles, on les avait déjà montrés, mais des Talos, des Flatcar, qui sont plutôt cool. Ouais, Flatcar on avait parlé au premier épisode, effectivement. Voilà, donc mais Flatcar pour le coup je crois qu'on peut pas mettre du K3S dessus. Là pour le coup ça va être un peu compliqué à mettre. Mais sur Flatcar en fait c'est un système un peu spécial, il faut imaginer vraiment que c'est un système avec, t'as un système D, un truc en read-only, et puis après t'es obligé, après tu dois mettre ce que tu veux. Ouais, si immutable, tu conseilles lesquels pour du Cube, Flatcar, Talos? Pour commencer, et puis surtout maintenant, beaucoup du Flatcar, qui est vraiment cool, et Talos si vous êtes joueur, c'est assez cool, surtout sur des Raspberry Pi, c'est vraiment cool Talos. Bah en fait t'as rien dessus, enfin genre en fait t'as un overhead t'as pas de SSH,
t'as rien, t'as même pas de système Oui, D. oui, ce qu'on a vu, c'est le strict minimum. T'as et puis, rien, ouais. t'as absolument rien. Et en fait, la seule façon de parler avec lui, c'est via une API. Là, c'est ce qu'il dit, c'est boîte noire, quoi. Ah oui, Talos, c'est complètement boîte noire. C'est full boîte noire, Talos. Même d'ailleurs, j'ai eu des problèmes de... En fait, comme ils n'utilisent pas systemd, avec... et ben en fait, systemd, il y a plein de hacks pour faire en sorte que ça marche. Et eux, ils avaient réimplémenté leur propre PID1. Ouais. Et en fait, il leur manquait des trucs dedans. Et c'est... En fait, si ça marche, c'est trop bien. Mais alors dès que ça marche pas, c'est un enfer. Ouais. Alors que Flatcar, pour le coup, est beaucoup plus communautaire. D'ailleurs, Flatcar, on l'avait dit déjà, fun fact, c'est une distribution Linux supportée par Microsoft. Oui, on avait parlé. C'est full Microsoft. Full Microsoft. En fait, c'est un rachat d'une boîte. Oui, mais c'est vraiment... donc n'hésitez pas à voir sur DevOps, il y a quelqu'un, un Français, qui est Mathieu, qui est l'organisateur du SRE France, du Meetup SRE France aujourd'hui, qui travaille chez Kingfolk, racheté par dessus, qui est sur Flatcar, et qui parle dans le podcast DevOps de comment ils font des tests. C'est super compliqué en fait, parce que quand tu fais un OS, comment tu fais pour le tester, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, etc. En fait, ils ont une batterie de tests qui est gigantesque, donc ils ont une ferme de tests, donc il en parle un peu dedans. Ah, bah, je mettrai le lien dans le... Voilà, on mettra le lien là-dessus de la ferme de tests. Donc on a des Français qui bossent sur Flatcar, qui est assez cool. Alors dernière question, du coup on retrouve l'épisode 1, donc ça sera comme l'épisode 2, ça sera sur YouTube, sur la chaîne, ma chaîne qui est Ataxia Network. D'ailleurs je pourrais les republish, je sais pas si t'as une chaîne YouTube toi, je pourrais les republish. Donc c'est l'épisode 1, il est sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Ataxia Network, c'est la dernière vidéo postée, et bah du coup ce live, quand j'aurai refait avec les cuts, quand j'aurai refait le truc bien, pareil ce sera sur YouTube. Super, bah donc n'hésitez pas à nous pinguer sur Twitter, etc. Si vous voulez qu'on aborde des trucs en mode, par exemple je parlais de Cilium, mais j'imagine qu'il y a d'autres trucs. Ouais, des choses qui peuvent intéresser, parce que moi j'aime... Peut-être elle, enfin pas forcément elle, mais l'autre là. T'as vu ma tête quand t'as parlé? Non mais Argo CD. Alors on pourrait parler GitOps, en effet, et on pourrait parler de ça Argo après. CD, c'est vraiment le même sur ton Discord. Donc, oui, mais c'est Argo CD versus Flux, mais ça c'est donc parler de GitOps, de la logique en fait de flux avec Git, de travail. Voilà, des choses comme ça. N'hésitez pas, mais je pense que la partie réseau, pour le coup, avec toi, ça peut être intéressant que tu vois la partie réseau. Et bah, de toute façon, on va poser la question sur Twitter, on fera un poll de ce que vous voulez, ce qui vous intéresse, et puis on décidera pour l'épisode 3 bientôt, on espère. Bientôt dans vos flux. Alors, attends, pour la fin. Alors, bonne soirée tout le monde, bah, merci d'avoir été là, je crois que ça a coupé 2 fois, enfin comme la dernière fois. Donc la rediffusion, je mettrai tout d'un coup. Bah, j'espère que ça vous a plu, c'était fun. N'hésitez pas. On s'est bien amusé malgré le Nvidia, le driver Nvidia qui nous a mis une demi-heure de retard, hein, mais bon, ça a permis à certains sur le finalement on a fait 2 heures, hein. Mine de rien. J'ai plus de voix, j'ai littéralement plus de voix. Bon bah bonne soirée tout le monde et puis à la prochaine pour l'épisode 3. Bye bye. Salut. À une prochaine.